Bienvenue mesdames et messieurs, on est samedi, donc vous voyez on travaille même en samedi ensoleillé. On a de la chance, on est avec Caroline, c'est comme ça qu'on prononce, oui, Caroline. Oui. Qui va, en fait c'est super parce que c'est une femme qui lance sa formation et c'est une femme en affaires. Et moi je voulais recevoir, on en parle souvent avec Hubert parce qu'on est deux gars, puis on aime recevoir des femmes parce que je pense que c'est important dans la finance, dans l'immobilier, dans les affaires de parler avec des femmes. Je te laisse te présenter, Caroline, si tu peux nous faire un petit topo, s'il te plaît. Mais merci de me recevoir. Je suis super contente parce que justement, c'est un podcast comme peut-être plus masculin. Puis je suis contente de comme pouvoir aller. Parce que moi, vous allez voir, c'est très féminin là, dans quoi je suis. Puis justement, ma formation va peut-être m'amener dans un monde plus mixte. Mais oui, Caroline Villeneuve, moi, je travaille en marketing numérique. Ça fait maintenant 5 ans. J'ai démarré, dans le fond, ma carrière avant de tomber entrepreneur. Je travaillais en marketing numérique avec le Beach Club. Ouais. Okay. Donc, j'ai été adjointe pour Olivier Primo. Sérieux? The One, yeah. C'était comment au Beach Club? C'était vraiment festif. Pour vrai, ça a été vraiment une année incroyable dans le sens où moi, je suis pas une fêtarde ou une fille de festival à la base. Ça m'a fait rencontrer ce monde-là, mais j'y allais vraiment avec la volonté, d'accompagner un entrepreneur parce que je rêvais d'être entrepreneur. Okay. J'avais le goût d'accompagner dans les activités quotidiennes un entrepreneur pour comprendre un peu c'était quoi cette vie-là. Et j'avais un grand intérêt pour le monde de l'événementiel. Fait que moi, je le voyais vraiment comme observation de la mécanique d'événementiel puis le marketing autour de ça. Je prenais ma job super au sérieux. Tu sais, je faisais rien. Là. J'y allais vraiment comme back-end, là, vraiment en arrière de la scène pour travailler là-bas. Bref, ça a été vraiment une belle année parce que, justement, au niveau marketing puis au niveau communication, j'ai touché à toutes sortes de choses. J'étais avec Olivier tout le temps, puis l'histoire, c'est que c'était vraiment style start-up là, quand ça a commencé, quand ils ont repris. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2016. OK, 2016. OK. Fait que c'est la deuxième année qu'ils ont eu cette entreprise-là. Donc, autant Olivier est à la radio, puis je répondais aux messages sur la messagerie du 6-12-12, autant que j'étais sur les réseaux sociaux à répondre, autant que je gérais l'agenda d'Olivier, autant que j'organisais... C'était au tout début, dans le fond. Oui, vraiment, vraiment. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai même été au Danemark cette année-là parce que Olivier lançait une collection de linge avec Jack & Jones puis il fallait aller approuver Fait que ça a vraiment été super cool puis ça m'a fait toucher à toutes sortes de choses puis évidemment ça m'a fait rencontrer plein de monde. Ça a vraiment rempli mon carnet de contacts pour la suite des choses puis même pas mal de choses aujourd'hui que j'ai mon entreprise ou les choses que j'ai, c'est des choses qui ont découlé de ce carnet de contacts-là. Donc, ça a été une bonne décision au final. Petite parenthèse, on en parle souvent avec Hub. Le réseau dans les affaires, c'est tellement important. C'est la loyauté en business, d'être franc. Puis c'est un conseil que quand on fait les conférences dans les écoles, etc., que je donne souvent aux plus jeunes, tu sais, garde ton carnet d'adresses. C'est ce que j'ai pas fait dans ma vingtaine. C'est super pertinent que... c'est drôle. J'avais une consultation avec Ibrahim. Là, c'est quelqu'un qui écoute le podcast. Il est jeune, il a 21 ans. Puis il commence à investir en bourse. Puis il me disait, tu penses que je vais être en mesure d'être autonome financièrement à l'âge de... Je pense que son but, c'était d'être à 35 ans. Puis tu sais, ce que j'y ai dit, puis c'est un peu pour faire un parallèle avec vos vies, c'est exactement ça, de commencer à se faire des contacts. Puis jeune, surtout en partant, de s'associer avec 3 ou 4 personnes dont vous visez la même chose, là, je trouve que ça a quand même un gros impact. Fait que là, toi, après le Beach Club, dans le fond, tu as décidé de faire carrière solo? Ou... j'ai eu un autre job, là, comme peut-être vraiment plus corpo que le Beach Club. Donc, je suis comme allée dévier là pour après ça faire « Oh mon Dieu », comme je suis vraiment passée du coq à l'âne, mais dans le même domaine, là, mais vraiment comme emploi day-to-day, c'était comme différent vraiment. Puis c'est après cet emploi-là que j'ai fait comme, OK, non, moi, c'est vraiment à mon compte que j'ai envie parce qu'évidemment, au Beach Club, ça ressemblait plus à une vie à mon compte. J'avais pas d'horaire, c'était super. Il y avait beaucoup de travail, mais il y avait beaucoup de flexibilité. Donc, quand je suis rentrée dans un cadre plus serré, j'ai fait comme, non, moi, je vais être à mon compte. Puis même à ce moment-là, c'était chez Lozo, qui sont maintenant Feu Lozo. Mais là-bas, j'avais eu
une grande connaissance justement de l'aspect technique, comme les caméras. Puis là, j'en rencontrais plein d'infopreneurs. Fait que j'avais déjà eu mes C'est quoi l'Ozo? C'est le truc d'appareil photo Ouais. à Montréal qui était quand même au cœur de moi. Moi, c'était un de mes clients quand je travaillais en recrutement. OK. Puis j'avais été les visiter, j'avais été voir la madame, je me souviens plus comment elle s'appelait. Sûrement Manon. Ça doit être ça. C'est elle qui était au RH, en tout cas. Fait que sûrement c'était les RH que j'avais été rencontrer. Puis, tu sais, avec la vente, tu sais, maintenant, tu sais, oui, tu vas acheter comme nous les caméras qu'on est ici en studio, mais tu sais, les gens maintenant, ils ont leur iPhone, puis tu sais, c'est plus comme nos parents dans le temps qu'ils avaient leur petit appareil photo, puis qu'ils étaient où je pense que les on faisait pros, imprimer les photos, maintenant on le fait. Donc, ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Je pourrais pas juger pour dire, peut-être tu pourrais nous en dire plus si c'est parce qu'il était un manque d'adaptation ou quoi. Mais c'était gros l'Ozo quand même? Ouais, c'était huge. Ouais, c'était immense. Il y avait une boutique, mais c'était une méga boutique sur 3 étages avec les bureaux en haut. Puis c'était vraiment, c'était de toute beauté. Puis non, c'était... Ils ont fermé cette année. Ah ouais. Cette année que ça a fermé. Eh bien, tu sais, j'ai travaillé... C'est en 2017 que j'ai travaillé là, donc je pourrais pas dire qu'est-ce qui est arrivé entre-temps. Évidemment qu'il y avait des pivots là, qui se faisaient à ce moment-là, puis les puristes avaient de la résistance envers les pivots, là, parce que là, bon, justement, on essayait de s'adresser aux créateurs de contenu, puis d'aller vraiment dans cette direction-là. Puis, bon, les puristes, tu sais. Fait que là, je pense qu'il y avait comme des chocs tu sais, dans ce qu'on véhiculait sur les réseaux sociaux, dans ce que l'entreprise voulait faire, dans ce que les employés, c'était des puristes, là, des gens que ça fait 20 ans qui travaillent là, ben eux autres, là, de commencer à vendre des webcams, puis des choses. Ouais, mais tu sais, il y avait les éclairages, il y avait des drones, etc. Enfin, je sais pas si c'était un manque d'adaptation, mais il y avait beaucoup moins de clientèle aussi. C'est tough pour elle d'avoir une entreprise qui est pérenne dans le temps. J'imagine que ça allait super bien. Là. Puis, avec le web aussi, là, le web, c'était beaucoup moins cher que d'aller là, mais là-bas, tu avais le service. Mais est-ce que c'est ça que les gens veulent? Les gens s'informent en ligne, puis ils vont en magasin acheter après. Fait que là, est-ce qu'on a vraiment besoin? Ouais, genre, ils vont là, puis après, ils checkent sur Amazon. Moi, je fais ça là, quand je vois, mettons. Bien sûr. Moi, j'avais des boutiques dans le passé. À la fin, j'avais une grosse boutique. Là, c'était, mettons, à 5-6 000 pieds carrés. Ça s'appelait Athletic Nutrition. Et on vendait tous des gants de boxe, etc. Mais on n'avait pas notre brand. Donc, on faisait venir, mettons, la marque Hayabusa, qui était une grosse marque que Georges Saint-Pierre mettait, etc. Sauf qu'à l'époque, en 2017-2018, Amazon, tu payais pas les taxes quand elle est sur Amazon. Donc, les gens, ils venaient à notre magasin. Ils essayaient les gants parce que tu as des 8, 10, 12, 14, 16 onces. Ils essayaient les gants. Puis là, ils étaient comme, ah, bah, c'est celui-là qui me va. Puis là, on offrait un service. Ils pouvaient frapper dans les sacs. Ils pouvaient les essayer, voir le fit. Puis à la fin, ils faisaient, ah, merci, c'est quoi? Je vais y penser. Ils repartaient. Puis ils achetaient sur Amazon. Ouais. Donc, on a fermé. On n'a pas pu, avec la COVID en plus. Là, non. Ben, non, c'est une tristesse parce que j'ai un réel plaisir personnellement à aller magasiner en magasin. Mais effectivement, pour la rapidité. Avec le COVID aussi, ça a changé nos habitudes. On est tellement habitués de sortir notre carte de crédit. Maintenant, en plus, c'est enregistré dans presque toutes nos choses. Sans effort. Puis, là-bas, dans le fond, est-ce que tu étais en moyen... Tu faisais encore, dans le fond, des campagnes publicitaires puis tu t'occupais de la publicité? Oui, Facebook, exact. En fait, chez Lozo, je m'occupais de... j'étais vraiment comme la gestionnaire des médias numériques. Donc, je m'occupais autant des commandites avec des influenceurs comme avec Lydiane Autour du Monde ou avec Olivier Lambert. Je m'occupais genre de toute cette... Ou avec... comment il s'appelle? Merde. Alex, le chum de Marilou, qui est photographe. Ah, bref. Comment ça? Attends, moi... Simple la culture québécoise. Est-ce qu'on peut parler après d'occupation double, s'il vous plaît? Mais bref, je gérais les commandites avec des influenceurs ou avec des créateurs de contenu. Puis je gérais les réseaux sociaux. Mais oui, je gérais toute la publicité. En fait, c'est vraiment là que j'ai mis les premiers dollars. Oui, exactement. Que j'ai commencé à vraiment faire de la publicité sur Facebook à ce moment-là pour la boutique en ligne de Lozo. Puis il y a vraiment quelque chose de cool qui s'est passé parce qu'évidemment, comme je n'étais pas habituée là, à cette étape-là, j'ai fait de la formation en ligne d'Olivier. Et pour commencer, puis avoir quand même des résultats satisfaisants, tu sais, comme
comme intéressant. Puis je me rappelle d'amener mes rapports à Monsieur Lozo, Monsieur Simard, que lui, tu sais, ça fait longtemps qu'il investit à la radio, à la télé, tu sais, il est habitué, tu sais, le nombre d'impressions, il est habitué à ce que le média traditionnel lui ramène. Puis là, tout d'un coup, j'y amène, bon, ben Nikon m'avait donné tant de budget pour tel roll-up, fait que j'ai investi ça, puis ben je suis capable de voir que j'ai eu tant d'achats, puis tu sais, c'est des achats d'appareils photo. Le retour sur investissement, non, c'est ça, tu sais, fait que mon 1 000 $ que j'avais investi avait ramené quelque chose comme 8 000 $ d'achat. Wow. Donc, c'était vraiment intéressant. Fait que là, tu sais, c'est pas un coup de circuit, mais à ce moment-là, j'étais comme, quand même, tu sais, pour comme ce que je connais, j'ai investi ça. Puis ce monsieur-là, ben, de voir le nombre d'impressions, de voir qu'il y avait des achats, d'être capable de relier un achat à cet investissement-là, c'était comme fascinant pour ce monsieur-là qui n'avait jamais vu ça, tu sais, parce que lui, il se demandait presque pourquoi on m'avait engagé, là, dans le sens où il était comme, vends-moi ta job. Pourquoi qu'on a fait du média numérique maintenant? Donc, c'est ça, tu sais, ça a été un de mes coups de cœur. Puis c'est vraiment là que j'ai tombé en amour avec la pub. Parce qu'après, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai continué à faire de la gestion organique de comptes réseaux sociaux sur Facebook et sur Instagram. Mais c'est vraiment la pub que j'ai vraiment l'impression d'amener quelque chose de concret à l'entreprise parce qu'il y a comme des achats qui sont reliés, puis les métriques te permettent de... Justifier. Oui, exactement. Ouais. C'est plus facile à justifier comme dépense à quelqu'un. T'sais. Là, toi, t'es dans... Excuse-moi, je t'ai coupé vert. Toi, tu es dans les médias, donc dans le fond, dans la publicité numérique, etc. Puis bon, on va creuser le sujet après. Surtout si vous êtes entrepreneur ou un side hustle, je pense que ça peut être très pertinent. Side project. Side project. Est-ce que tu crois encore aux médias qui sont plus traditionnels, la radio, la télé, les pancartes sur les autobus, sur le bord de l'autoroute? Est-ce que tu crois encore au niveau rapport qualité-prix de ce que ça peut, le retour sur investissement? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je crois encore pour la crédibilité. J'y crois encore pour quand on veut aller justement ancrer, tu sais, pour les grandes entreprises, pour aller justement s'ancrer dans un marché où, tu sais, on parlait d'occupation double. Parler dans un passer à la télé, Mais de passer à la télévision à chaque semaine de façon répétitive, d'avoir comme de se coller à quelque chose de aussi grand, mais de aussi niche aussi, parce que si ton entreprise fit avec l'audience cible que comme à Occupation Double, par exemple, bien, c'est sûr que, bon, là, c'est pas un bon exemple pour cette semaine, là, mais dans d'autres semaines, dans d'autres années, ça a été comme vraiment performant. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est formidable avec le web, c'est que c'est beaucoup plus accessible rapidement pour une entreprise. Une PME peut longtemps... même un entrepreneur, un travailleur autonome, quelqu'un qui démarre une business peut commencer à mettre 5 $, 10 $, 15 $, 20 $, 50 $, 100 $ par jour sur la publicité, puis pouvoir croître de cette façon-là jusqu'à temps de penser à peut-être investir dans ce genre. C'est sûr que c'est pas donné. Là. Je sais pas combien ça peut coûter. Pour un billboard, admettons? Mettons, ou sur les autobus. Ou, un billboard sur une autoroute, ça coûte combien, tu penses? Moi, je pense que ça doit être... J'ai aucune idée. Mais ça doit être en haut de 10 000 $, ça doit être en haut de 10, 15, 20 000. Je sais que sur le pont Jacques-Cartier, pour une semaine, à l'époque, là, ça fait quelques années, c'était à peu près une vingtaine de mille. Ouais, c'est pour le pont, c'est sur le pont Jacques-Cartier. Mais mettons, Occupation Double, j'ai une cliente qui les avait approchés, là, puis c'était quelque chose comme dans les... C'est en haut de 100 000 pour la saison. Là. Mais pour être un sponsor officiel, genre? Ouais, puis avoir comme un stunt dans l'émission, parce qu'elle, c'était des vitamines. Fait que Parce que nous, on cherche un sponsor gourou pour Simon. Oui, si tu connais quelqu'un. Mettons, le gourou paye combien pour Occupation Double? C'est genre 100 000? Ils sont dedans? Ouais, tout le monde boit des gourous. Ouais? T'écoutes OD, j'ai jamais vu quelqu'un boire une gourou, fait que depuis ce temps-là, tu bois des gourous. J'ai jamais écouté OD. Ils en parlaient justement à la radio cette semaine, là, parce qu'on est dans la saga. Je vais au 98.5, ils parlent de ça. Je change à 96.9, ils parlent de ça. Puis c'était la journée en plus où, je l'ai partagé dans ma story en privé, où c'était le dévoilement des ministères. Je suis comme, on nous bassine avec des conneries. Pour moi, OD, c'est des conneries. Je comprends. Puis tu as des choses vraiment importantes comme la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie dans le milieu hospitalier, les nouveaux ministres avec l'éducation, etc. Puis les gens s'offusquent pour OD, je trouve ça. Puis tu sais, les gens sont comme l'intimidation, non à l'intimidation. Puis tu les regardes, ces mêmes gens-là commenter des publications sur Facebook, puis c'est les premiers à intimider. Mais OD, genre, tu sais, je vais faire l'avocat du diable, mais je trouve que c'est quand même. On peut. Tu sais,
pense à lancer un side project. Je pense que ça peut quand même être vraiment inspirant de la façon dont ils ont réussi à créer comme une tradition dans la vie des Québécois. Tu sais, 1 personne sur 8 au Québec écoute genre Occupation Double. Tu sais, fait que tu essaies de comprendre un peu, tu sais, comme l'influence, la psychologie, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont écouter, genre, mais vont bien regarder. sûr, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est sûr que quand tu regardes ça tel que tel, t'es juste pour ce que c'est. Puis, Comme... tu sais, Drôlement Inspirant, je sais pas si tu connais, il est venu ici. Charles Côté de Drôlement Inspirant, il est venu. Tu connais pas, hein? Oui, ben il était dans Occupation Double. Non. C'est un gars qui fait de la formation, on va dire, sur le développement personnel, la confiance en soi. Imagine Charles Côté à Occupation Double. Ce serait drôle. Non. Je pense pas. Puis il disait justement qu'il y a très peu de millionnaires et très peu de milliardaires. Et ce que tu viens de dire, qu'il y a une majorité des Québécois qui écoutent ça, bah moi je veux pas être comme la majorité des Québécois. On fait une parenthèse dans le truc là. Tout le monde est broke, tout le monde est endetté. Il y a 80% de la population qui est endettée puis qui vit, qui a des problèmes financiers puis qui sont stressés, et anxieux à cause de leurs finances. Bah moi je veux pas faire partie de ce 80%. Non, je comprends. C'est à cause d'Occupation. C'est une façon de. Non, mais c'est ce que tu consommes. Un des vices, pour s'évader de ta réalité. Je comprends que ce soit du divertissement. Si ça reste du divertissement, j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, c'est des douchebags puis des douchettes-bags, je sais pas comment on dit pour les féminins. Ils se ressemblent toutes. Enfin, du coup, je vois aucune chose pertinente pour quelqu'un de regarder Occupation Double. Je comprends pas, je comprendrai jamais. Bref. Mais ouais, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais oui, je pense que c'est du divertissement. Puis le problème, en tout cas, mon problème, c'est qu'à chaque année, je suis comme, on dirait que cette année, je le file pas. Tu sais, c'est comme, Puis finalement, après une coupe d'écoute, t'es comme, c'est de la drogue, là, t'es comme, ok, mais là, c'est du drama, c'est sûr. Faut pas juste pas que tu le commences, comme pas le continuer. C'est comme, tu sais, la fois passée, je finis ma parenthèse, il y avait l'île de l'amour, là. Ça, j'y touche pas. Ça, Simon l'a écouté, il pouvait pas s'en passer. Francisco, il a fait les après, donc tu sais, j'ai pas regardé, mais tu sais, j'ai eu quelques échos. Puis un gars, sa quote là, pour se présenter, c'était « salut, je m'appelle Samuel. » Puis genre, cette année, je suis tombé genre 27 fois amoureux. Puis j'étais comme « Man, comment tu peux regarder? » C'est ça. En tout cas, là, on va switcher. Wow, oui. Mais moi, ce que je veux savoir, surtout, c'est comment investir 1 000 $ en publicité Facebook puis en générer 8 000. Je pense que, tu sais, honnêtement, c'est le cœur de la guerre. Puis je pense que c'est... Personnellement, parce que moi, quand j'ai commencé dans tous mes projets, je trouve que c'est un outil, un coup que tu le maîtrises, qui est excessivement puissant. Je pense que c'est l'effet de levier, tu sais, le plus grand que tu peux avoir quand tu veux partir un side project. Tu veux commencer à vendre des trucs en ligne. Whatever it is, je pense que, tu sais, ça a beaucoup de valeur. Puis je me demandais, tu sais, par où commencer? Tu sais, c'est quoi la pub Facebook? Puis quel genre de produit / service se vend bien sur Facebook en 2022-2023? Est-ce que... Parle-nous de tout ça. OK, parfait. La publicité, effectivement, moi aussi, je trouve que c'est un levier super intéressant, autant pour justement quelqu'un qui a peu de budget, parce qu'on dirait que le monde a vraiment un frein ou une restriction à... Mais là, je vais pas mettre de l'argent sur les réseaux sociaux parce que c'est comme gratuit de publier, tu sais, puis moi, je suis comme... C'est pas la même chose. Comme, dans ma tête, c'est vraiment 2 stratégies différentes que, selon moi, devraient être faites en parallèle parce que si tu fais juste rouler de la pub sans nécessairement avoir de stratégie de contenu ou du moins un minimum de stratégie de contenu, tu perds de la crédibilité parce que les gens arrivent sur ta page ou sur ton compte Instagram et font comme c'est qui ça? Mais de juste fonctionner en organique, à moins là, d'avoir une stratégie avec comme des affiliés ou des influenceurs, puis encore là, j'ai mes réserves là, par rapport aux influenceurs et aux créateurs de contenu. Il faut être extrêmement pertinent puis choisir. Puis, c'est un art, ça aussi, collaborer avec les gens. C'est pour ça qu'il y a du monde qui se spécialise là-dedans. Pour la pub, oui, de comprendre comment mettre en place des campagnes, c'est de plus en plus compliqué parce que, bon, il y a toutes sortes de choses qui arrivent avec le contrôle des données, surtout dans les dernières années, là, comme justement 5 ans, là, quand j'ai fait mon... C'est plus open bar. Oui, c'était plus accessible. Puis, c'est comme devenu plus inquiétant. Puis même moi, ça m'inquiétait quand il y a eu tous les changements. C'est sûr que ça a augmenté les coûts. Puis la COVID aussi, ça a créé des changements parce que là, tout d'un coup, COVID arrive, mars 2020, tout le monde est sur Internet en même temps. La publicité, il y avait tellement d'utilisateurs comme en ligne en même temps que la publicité a chuté en termes de coûts. Fait que ça coûtait vraiment pas cher. Il y avait full de monde
un gros party pour viser. Donc, à ce moment-là aussi, c'était au début de la COVID, c'était comme une chance, parce que là, tout le monde se dirigeait vers le web, mais tout le monde était sur le web en même temps. Fait que ça a comme permis de faire des coups de circuit à certaines personnes qui connaissaient peut-être moins ça. Et puis moi-même, je me rappelle, parce que là, je me suis pas rendue à la fin de ma présentation avec notre... mais c'est là que j'ai lancé Maman en affaires, donc mon entreprise où on fait du support avec des mamans entrepreneurs. Puis j'ai lancé ça mai 2020. Là. La COVID venait de se déclencher, puis on voulait justement offrir un peu un support social en même temps qu'entrepreneurial aux mamans qui étaient comme maintenant pris à la maison. Qui étaient à la maison. C'était un défi là, avec des enfants qui n'allaient pas à l'école puis qu'il fallait travailler ou continuer d'amener l'entreprise. Fait que bref, on voulait donner des outils justement pour maîtriser le web et tout. Bon, quand j'ai lancé cette entreprise-là, je me rappelle, c'était incroyable. On a lancé un premier atelier, moi et Marie-Ève, la cofondatrice là, au début. Puis je me rappelle, c'était comme, hey, on va lancer un premier atelier. L'atelier va coûter 10 $. Là, c'est juste, le but, c'est d'avoir juste plein de monde dans notre atelier à 10 $. Là, puis après ça, ben, on va convertir vers une offre. Là, on va improviser un petit peu. C'était vraiment de l'improvisation. Okay. C'est la bonne pratique à avoir au départ, je pense. Oui, c'était très... c'est vraiment là que j'ai fait comme, OK, t'as pas tout le temps besoin de beaucoup de préparation pour faire comme de l'argent. Fait que mon histoire, je continue avec Marie-Ève, qu'elle, évidemment, elle a 200 000 personnes sur sa page Facebook. Donc, elle avait quand même un levier de départ que je disais, OK, go, vends des billets, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Moi, je vais mettre de la pub en arrière, en fonction des premières activités. Puis le premier soir, elle en vend comme 150. Mais elle-même sur sa page, tu sais. Fait que je fais comme, oh mon Dieu, c'est un bon démarrage, cool. Je vais mettre une campagne derrière ça, tu sais, je vais viser du monde de Maman Caféine, tout, mais je vais aussi comme essayer de sortir genre de ça. Puis je pense que ça coûtait 1 $ pour vendre un billet à 10 $. Ah ouais, wow. Fait que c'est un retour sur investissement de 10x. Ben là, moi, j'ai fait comme, OK. Let's go. Genre, on n'arrête plus la patente, tu sais. Fait que en quelques jours, on a vendu quelque chose comme 800 billets. Donc, dans le webinaire Zoom, il y avait 300-400 personnes en live, puis il y a du monde qui ont regardé la rediffusion. Puis après ça, ce qu'on vendait, c'était à ce moment-là, c'était sous forme de membership, donc quelque chose de mensuel. Puis on avait lancé quelque chose à un prix ridicule, c'était 50 $ par mois pour avoir accès à différentes réunions virtuelles, créatives, des brainstorms ensemble, puis aussi de la formation sur Facebook, Instagram, la pub, etc. Puis les gens que tu avais dans tes webinaires, c'était des mamans. Oui, entrepreneurs. Le profil type, c'était maman entrepreneur qui... Okay. Exactement. Puis ce premier atelier-là, c'était vraiment comme gagner sa vie avec les réseaux sociaux. Fait que c'était comme on présentait des solutions, des façons pour justement... C'était plus à ce moment-là side hustle, tu sais, comme t'es maman, puis t'aimerais ça comme mieux maîtriser, tu sais, fait que ça allait à t'aimerais ça mieux marketer ton MLM, à t'aimerais ça faire peut-être de la gestion réseaux sociaux, t'aimerais ça faire peu importe quoi pour avoir plus de revenus, parce que là, on était en pandémie, puis il y a plein de monde qui venait de faire cherchait de la job. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu sais, c'était un peu ça. Puis on a un peu pivoté. Présentement, notre programme est beaucoup plus élaboré, puis on charge beaucoup plus cher, puis c'est plus sous membership mensuel. Mais maintenant, c'est ça. On a comme vraiment, en 2 ans et demi, on a changé. Mais bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, avec pas beaucoup de budget nécessairement, j'étais capable d'aller chercher ces 800 personnes-là. Puis dans l'atelier, ben il y a 80 personnes la première journée qui a converti vers l'offre à 50 $ par mois. C'est immense. Puis j'ai encore du monde aujourd'hui de cette fois-là qui sont dans le programme. Puis je les ai laissés à ce prix-là parce que genre c'est trop un gros merci. Comme aïe, ils nous ont encouragés à ce moment-là parce qu'on avait un portail avec rien dedans. C'était comme une promesse. On va faire ça maintenant, embarquer dans notre affaire, tu sais. Puis ils nous ont encouragés, puis c'est super cool. C'est ça qui a financé le projet. Parce que là, je venais de me créer une job. Moi, j'étais en congé maternité à ce moment-là. J'étais avec un bébé de 9 mois à la maison. Je donne ça. Je pars ça. Puis là, ben, ça venait de régler. Tu sais, moi, je venais de stresser pour me dire comme, OK, je vais retourner congé maternité, puis genre, tout est mort. Comme, tout est, tu sais, comme... Oui, la pub, là, à ce moment-là, j'étais un petit peu nounoune, puis je catchais pas que tout le monde se dirigerait vers le web, là. Mais je savais pas encore. Tu sais, on connaissait pas l'avenir. Moi, je regardais encore le monde mourir, les stats, à tous les jours, puis j'étais comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, de lancer ça, ça a carrément créé une job que j'ai fait comme, bon, ben, maintenant, genre, un pas à la fois, tu sais, comme je vais dans cette affaire-là. Mais à ce moment-là, la pub, moi, c'était quelque chose que je connaissais déjà. C'était comme les doigts dans le nez, je mettais ça, mais ça n'a pas été compliqué à exécuter. Puis comme je te dis, c'était 1 $ pour un billet à 10 $ que j'ai. Puis moi, c'est ce que j'aime de la pub.
c'est qu'une fois que tu as créé ton système, que tu comprends comment l'installer, que tu crées un système testé, rodé avec comme, tu sais, les bons créatifs, le bon ciblage, tout le bon système. Après ça, tu mets ça sur le pilote automatique, puis tu as des ventes, tu sais, comme quelqu'un qui a une boutique en ligne, par exemple, puis qui met pas genre de pub pour avoir du trafic, puis des ventes, je suis comme, comment tu fais? qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Une personne qui C'est a un entrepreneur ou qui a un side project, combien, selon toi, elle devrait mettre dans la publicité Facebook? Est-ce que ça dépend du secteur? Qu'est-ce que tu conseillerais? Mettons, je peux te prendre mon exemple? Oui. Bon, bah, j'ai un gym. Oui. J'ai un gym à Saint-Amable. Combien je devrais mettre de publicité pour le gym? C'est quoi ton modèle d'affaires? On a des cours pour enfants, OK. pour adultes, jiu-jitsu, boxe, entraînement libre, entraînement fonctionnel. On est ouvert pas mal 7 jours sur 7. On a plein de Des cours. abonnements. On vend des abonnements 1 mois, 3 mois, 1 an. On Donc, grossit énormément, ça va super bien. Donc, ton gym, évidemment, il y a de l'équipement sur place. Les gens payent un abonnement pour Exact. être là 3 mois, 1 mensuel. mois, 3 mois, 1 an, peu OK, importe. parfait. Puis les cours enfants, puis les choses que tu m'as dit, c'est quoi? Tu as une salle à l'intérieur, Ouais, puis tu as des inscriptions avec des cours de groupe, mettons. Exactement. Donc, tu peux t'inscrire, le papa vient, puis Hubert pourrait venir, puis dire, moi, je veux prendre 3 mois boxe. Le père, il dit, bah, moi, cool, je vais prendre 1 an de jiu-jitsu. Puis là, la maman, elle dit, bah, regarde, moi, je vais faire l'entraînement fonctionnel avec Amélie, puis je vais prendre ça pour 3 mois, puis elle vient 2 ou 3 fois par semaine. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a. C'est très familial, c'est très local. Saint-Amable, c'est une ville un peu comme où est-ce que tu habites, là, tu sais, c'est vraiment plus local. Puis je me demande souvent, là, on met $100 de publicité par mois. Je me dis, est-ce que ça ferait meilleur job si je mettais 150? Est-ce que, tu sais, je booste présentement, Est-ce que c'est visé comme. Est-ce que tu fais juste comme booster des posts? Ouais, je booste un post à 17 km autour de Saint-Amable, puis mettons Varennes. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Mais je ne sais pas encore si ça fonctionne ou pas. Je sais pas si les gens viennent à cause de ça ou pas. Puis est-ce que les gens ils s'abonnent à ton gym ou ils peuvent acheter l'abonnement en ligne? Ils peuvent acheter en ligne. Tu sais, moi, ce que j'ai tendance à évaluer là, dans un cas, mettons, comme le tien, oui, du marketing local, ça se fait. Tu peux viser des codes postaux là, avec la publicité. Là. Tu peux aussi faire un rayon autour de la ville. Mais l'idée, c'est que c'est de viser comme certains revenus puis de se dire, bon, mais il y a un pourcentage que je vais décider comme de... C'est sûr qu'il y a une learning curve au début. Là. Au début, tu veux tester puis tu veux voir, mais du moment que tu es capable, dans certaines campagnes, de dire, OK, pour avoir un abonnement mensuel, annuel de... C'est combien un annuel? Disons, on va prendre 1000 pour être... OK, parfait. Donc, mettons que je dis, hey, ben moi, je vais rouler de la pub, je vais faire des tests, puis je vais éventuellement savoir que ça me coûte 50 ou 100 ou 150 vendre un abonnement de 1000 $. Donc, ma campagne qui vise à avoir des inscriptions pour des abonnements d'1 an, ben, je peux m'attendre à ce que ce soit ça le coût d'acquisition. Donc, si je veux aller chercher 10 nouveaux abonnements par mois annuel, ben je vais mettre l'argent en conséquence. Donc, si c'est 150, ouais, exactement, mais ça serait strictement sur la campagne pour avoir des abonnements annuels. Peut-être qu'à un moment donné, tu te rendrais compte que c'est trop difficile à aller chercher parce qu'il y a certains achats, surtout en haut de 1000 $ et plus, même comme dans quelques, tu sais, mettons 800 $ aussi. Tu sais, l'idée, c'est d'aller chercher comme dans le mental des gens la valeur perçue là, de ce que c'est versus ce qu'ils dépensent. Est-ce que c'est trop un gros achat à faire de façon impulsive, tu sais? Donc, peut-être qu'en pub Facebook, ça serait plus de rouler les cours de groupe pour dire, bon, mais quand j'ai une classe puis que je veux compléter ma classe, ça me coûte, je sais pas, moi, mettons que c'est une classe de 120 $ pour une session, ben ça me coûte 20 $ par personne qui s'inscrive. Donc, si j'ai une classe de 20 personnes, ben il faut que je mette comme 20 fois 20 pour remplir ma classe. Fait que moi, c'est plus ça que de savoir comme combien par jour je devrais investir. Le par jour, c'est vraiment plus dans des situations où quelqu'un a une formation en ligne evergreen ou une boutique en ligne et se dit, ben exemple, une boutique en ligne, je veux avoir tant de ventes par jour, ben investis le budget, puis si tu veux augmenter, ben augmente. Tu sais, une fois que c'est rodé puis que tu connais tes coûts d'acquisition, dans ma tête, c'est super facile d'aller implanter un système. Il faut juste changer le contenu une fois de temps en temps puis explorer les ciblages pour juste s'assurer que tout va bien. Mais sinon, comme... Ouais. Puis je trouve ça fascinant parce que, tu sais, veux pas Facebook, depuis leur entrée en bourse, ils ont fait à peu près 30% par année. Là. Ils ont eu des années comme à moins 40, plus 10, plus 50. Ouais. Tu sais, 99% de leurs revenus viennent de la publicité Facebook. Tu sais, fait
je trouve vraiment que c'est un engin intéressant à utiliser parce que, tu sais, si ça crée autant de richesse pour l'entreprise, bien évidemment, les gens qui l'utilisent, les PME et tout, peuvent générer comme des revenus extraordinaires juste avec la pub Facebook, Oui. tu sais. Mais je me demandais, parce que j'imagine que tu as vu quand même plusieurs pages, plusieurs comptes, tu sais, tu as la chance de voir, tu sais, ce qui fonctionne un peu plus que l'autre à travers plusieurs industries. Tu sais, je pense que le système, bien évidemment, c'est un peu plus tough pour les gens qui écoutent le podcast de, tu sais, se visualiser alors qu'ils n'ont jamais vu, tu sais, le gestionnaire de publicité Facebook, là. Mais est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les pages qui réussissent à vendre des produits, que ça soit, tu sais, des petits trucs ou des side projects, tu sais? Parce que des fois, on voit des petites pages qu'on se dirait jamais, aïe, c'est impossible que cette personne-là gagne sa vie avec juste une page Instagram puis une bonne campagne publicitaire. Puis des fois, tu te rends compte que... Puis moi, puis Sim, on a eu la surprise à maintes reprises, tu sais, de pages qui n'ont pas l'air nécessairement si extraordinaires que ça, puis qui n'ont pas de centaines de milliers d'abonnés, mais qui génèrent 40, 50, 60 000 par année en faisant des trucs, tu sais, pas si extraordinaires que ça, dans le sens que, tu sais, je pense que c'est accessible à plus de gens qu'on le pense, puis nous, entre autres avec le podcast, on aimerait ça comme donner des outils ou des tips. Fait en gros, tu sais, quel genre de contenu fonctionne, puis je sais que c'est du cas par cas et tout, mais est-ce qu'il y a comme un guideline ou un fil conducteur qu'on peut comme retirer de genre, OK, si on fait ces 2-3 trucs-là, tu as un peu plus de chance de peut-être faire de l'argent avec. Par où commencer? Parce que je fais des photos, des vidéos, tu comprends un peu? Moi aussi, je suis là-dedans. Exact. Si je mets une photo d'un cours de groupe, est-ce que je fais une vidéo? Tu prends-tu quelqu'un en train de se battre avec quelqu'un d'autre? Ouais, non, mais je veux pas épeurer le monde non plus. Je me dis, par où commencer? Ben, j'aurais envie de vous répondre 3 réponses, OK? 3 phases. Premièrement, comme c'est sûr que tout ce que tu as envie de faire, tu sais, le fameux tunnel de vente, moi, j'aime pas parler de tunnel de vente, mais je sais que c'est ce qui... Bon, quand je veux parler de ça, les gens... C'est quoi un tunnel de vente? Mais un tunnel de vente, c'est vraiment d'établir quelles étapes on a envie de faire vivre à notre prospect avant qu'il convertisse. Puis chaque étape peut être... on peut reviser le remarketing, les pixels. L'idée, c'est qu'on est capable de, par exemple, faire rentrer quelqu'un dans notre espèce d'écosystème en mettant de la publicité sur un vidéo qui sera un extrait d'un cours de groupe dans ce cas-ci. Et on pourrait reviser de la publicité après à ceux qui ont regardé la vidéo en question en disant... ouverture d'une classe bientôt. Fait que là, tu te dis comme, si quelqu'un a regardé la vidéo, il y a un premier contact de fait, c'est du remarketing, on réchauffe. Ça, on peut faire ça sur Facebook? Oui. Arrêtons le podcast, je sors mon laptop, puis tu montes ça. Je pense qu'on pourrait aussi continuer avec un exemple, par exemple, de Lavoto, tu sais, parce qu'on en a parlé. On trouvait que c'était une bonne idée de side project à commencer, tu sais. Quelqu'un qui va cogner aux maisons, cogner aux portes, ou aussi offrir un service de nettoyage haut de gamme. Fait en gros, ce que tu nous dis, c'est ultimement, mettons, tu commences à passer des pubs de voitures exotiques, genre, mettons, que tu sais que tu t'adresses à des gens qui ont un intérêt vers ces chars-là. Fait qu'il y en a probablement une couple là-dedans qui sont propriétaires de ces chars-là. C'est un peu boiteux comme exemple, là, mais pas nécessairement. Mais là, après ça, dans le fond, Facebook va aller comme trouver les gens qui possèdent des voitures exotiques, puis c'est là qu'ils vont proposer un peu tes... Probablement que Facebook, tu ferais sauter une étape parce que Facebook a probablement déjà des paramètres comme pour viser des gens qui ont de l'intérêt envers les voitures exotiques. Fait que la première vidéo, ça pourrait être plus soit une vidéo, soit un blog ou soit quelque chose d'humoristique. Ça peut même être genre Reels ou des choses comme ça pour justement comme t'en aller vers le lavage de voitures. Fait que d'avoir des trucs, je sais pas, genre des trucs sur des chars. 3 trucs pour faire, pour faire briller ta voiture. Genre quelque chose comme ça. Pour après ça, comme affiner ton tunnel. Il faudrait que ça soit plus réfléchi que ça, mais l'idée, c'est... c'est quand même pas mauvais. 3 trucs pour faire briller ta voiture. Fait que là, tu pars de là comme, pourquoi que les propriétaires d'auto n'ont pas le temps? Puis après ça, tu peux comme... Mais l'idée, c'est tantôt, tu disais que tu boostais des posts comme quand... Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Booster des posts. Je peux partir aussi. Tu viens de sauver. Non, elle me fait une consultation gratuite. Elle vient de te faire sauver 100 pièces par mois. C'est clair. Mais l'idée, c'est juste que quand les gens boostent des posts, c'est souvent pour avoir plus de j'aime ou d'interaction sur la publication. Puis je me dis comme, qu'est-ce que ça t'amène réellement à part dans ton ego ou dans ton impression que, bon, il y a du monde qui Moi, je mets un lien pour qu'ils réservent leur essai gratuit. OK. Au moins, parce qu'on a une application québécoise qui s'appelle Flip, qui est vraiment nice. C'est québécois, ça? Flip, ouais. Je savais pas. Flip, si vous avez un gym, achetez ça, c'est vraiment nice. Puis, dans le fond, ils peuvent réserver leur essai gratuit. Et nous, après que l'essai gratuit, on a leur
contact, courriel. Puis là, on est capable de refaire comment avez-vous trouvé le cours. Ou, on les a dans notre base de données. Donc, je mets toujours le lien pour qu'il y ait un call to action, dans le fond, ces personnes-là. OK, mais au moins, comme il y a un Si call... cave. Non. Ben, Mais l'idée, je m'en allais dire, c'est que des boost posts, c'est que des fois, comme je disais, c'est que c'est dans l'ego. Les gens, ils veulent avoir juste plus de likes, plus d'interactions pour avoir l'air moins tout seul sur leur publication. Puis l'idée, c'est que si tu fais ça, mais que tu as une campagne subséquente qui fait du remarketing vers des gens qui ont interagi avec tes publications dans les 30 derniers jours, 90 derniers jours, comme là, ça fait du sens. Parce que dans le fond, en boostant tes posts puis en boostant, les interactions, ben ça fait en sorte que tu t'en vas comme te créer un bassin de gens réchauffés, si on veut, pour reviser. Fait que ça fait du sens. La même chose pour les vidéos. On peut reviser les gens qui ont visionné des vidéos. Fait que quand on booste ce genre de contenu-là pour aller chercher du monde, ça fait du sens. En plus, avec iOS, qu'on disait tantôt, c'est... En bref, là, iOS 14, c'est que il y a un contrôle de données plus poussé avec les produits Apple. Fait que ça fait en sorte qu'il y a du monde qui s'enlève du bassin tracké, là, si on veut, sur les sites web. Donc, il y a beaucoup de monde qui fonctionne en remarketing comme « Ah, tu as visité mon site web, je te revise avec une nouvelle publicité. » Ben, en utilisant des fonctionnalités ou des comportements qui ont été à même Facebook, c'est Facebook avec Facebook qui est capable de reviser tout le monde. C'est lui qui décide qu'est-ce qui se passe sur son application. Puis est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se vend mieux des produits? Ben, tu as parlé un petit peu de pricing, mais je pense que c'est quand même primordial dans l'offre. Admettons, tu vends, mettons, un PDF 36 astuces pour faire briller ta voiture. Ouais. Okay. Puis là, ça, mettons, ce PDF-là, tu le vends à 10 $. Est-ce que il y aurait un potentiel que juste en roulant des campagnes publicitaires, tu dis, bon, parfait, ça me coûte 3 $ par achat, puis la personne achète le PDF à 10 $. Est-ce que ça pourrait être une bonne façon de commencer, genre? Dans les tendances, les gens sont de plus en plus habitués, puis les gens, pour donner une adresse courriel ou donner de l'argent carrément, avant, là, mettons des e-books, là, ça se vendait comme il y a du monde qui faisait de l'argent qu'avec ça. En vendant des PDF, ouais. Ça, je trouve ça brillant. Ah, c'est cool. Mais je sais plus si on est dans cette ère-là. Okay. Dans le sens où je pense qu'il y a encore de la valeur. Je pense qu'il y en a encore qui réussissent, mais il faut qu'il y ait énormément de valeur dans le e-book pour que quelqu'un ait envie de l'acheter. Ceci dit, on appelle ça des petites offres. Puis des fois, juste de valider, au lieu d'avoir un outil gratuit, d'avoir une petite offre à justement genre 5 $, 2 $, 10 $, c'est que la personne, tu le sais, qui est capable de sortir sa carte de crédit. Okay. Comme, tu sais, il y en a des fois, comme il y a un frein là, à sortir la carte. Fait que tu valides que c'est une personne qui est un acheteur actif, là, capable de sortir sa carte et je comprends. d'acheter ton offre. Fait qu'après ça, comme quand tu proposes autre chose, comme c'est plus facile. Comme mon atelier à 10 $ que je parlais tantôt. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant pour elle. Il y a tellement d'opportunités, puis je trouve que c'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Est-ce que tout le monde est-ce que tout entrepreneur devrait mettre de la publicité Facebook, Instagram? Selon moi, oui. Puis là, je m'amène dans ma réponse de tantôt là, en 3 phases. Comme là, j'ai parlé comme de tunnel puis de parcours, tu sais, qu'on veut, tu sais, de le réfléchir, de ne pas essayer de juste mettre de la pub pour vendre quelque chose, mais de voir ça un peu comme une relation qui se bâtit. Tu sais, à première date, tu ne veux pas closer tout de suite. C'est la même chose en affaires. Tu veux essayer de créer quelque chose, d'avoir une relation, de créer une connexion avant de closer ta vente. Fait que c'est un peu la même chose, puis il faut juste utiliser son imagination, sa créativité pour imaginer quelque chose que quelqu'un aurait envie de suivre. Puis il faut surtout se rappeler quelqu'un dans ton audience, pas toi. Parce que des fois, on fait qu'est-ce que nous, on aimerait voir, mais on est trop dedans. Il faut vraiment penser à la personne, son langage, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que ça, de réfléchir à l'écosystème, à l'ergonomie, tout ça, c'est comme super important. Puis c'est souvent en réfléchissant pas à ça, quand les gens sont trop en vente directe, que « Ah, moi, j'ai déjà essayé, puis ça n'a pas marché. » Ouais, mais tu savais-tu réfléchir comme il faut? Fait que là, la stratégie est importante, tu sais. Mais plus proche, plus concret que ça, dans les contenus qui fonctionnent vraiment, mettons, en 2022, là, des fois, les gens, ils veulent comme pousser vraiment du contenu qui est comme hyper léché, hyper poussé, puis ils pensent qu'il y a de la prod qui coûte super cher, puis je sais pas. Puis les contenus qui fonctionnent le mieux, souvent, c'est les UGC qu'on appelle, c'est les User Generated Content. Fait que c'est du contenu créé par, soit toi, mais souvent des clients. Puis c'est juste repris. Fait que souvent, là, mettons, je sais pas, là, comme une brosse à cheveux qui sèche les cheveux toute seule ou quelque chose comme, tu sais, de juste voir une fille qui fait comme je viens de recevoir ça, je vais l'essayer un peu à l'influenceur, puis qui le teste, puis qui montre comme, ouais, c'est vraiment
cool, ça m'a pris juste 15 minutes de faire mes cheveux. Comme souvent, ce type de contenu-là, poussé sur différentes plateformes, même si c'est pas léché, puis ça a vraiment l'air de quelqu'un qui l'a fait chez elle, va avoir plus de performance que quelque chose de super léché, parce que c'est quelque chose de super léché, tu le sais que c'est de la pub. C'est ça. Donc, le mot, moi, que je répète vraiment beaucoup trop souvent dans ma vie, c'est d'être natif. Natif. De créer du contenu Naturel. que les gens pensent que c'est un contenu réseaux sociaux. Ouais. Parce que l'attention va être captée plus rapidement parce que, mettons, tu es en story ou même tu es en Reels. C'est la même chose sur TikTok. Comme sur TikTok, là, j'y vois pas beaucoup, mais j'essaye d'y aller de plus en plus parce que je vois qu'il y a tellement de potentiel. Puis des fois, quand je vois de la pub sur TikTok, je vois que c'est comme du contenu super léché à travers comme TikTok, il n'y a pas plus authentique puis raw là, que TikTok. Là, c'est pas beau là, comme plateforme TikTok. Donc, si tu veux te mélanger au contenu, crée un contenu TikTok. Crée pas filme-toi des tout jardins, proche, une espèce de pub où ce que tu vois les couleurs des jardins puis que tu le sais que c'est des jardins qui te parlent. T'es bien mieux d'avoir comme une influenceur ou pas typique une influenceur, mais juste quelqu'un qui parle de son expérience puis d'avoir comme une espèce de topo. Fait que pis ça, là, du user-generated content, autant pour un gym, de quelqu'un qui fait une espèce de micro-contenu là, sur son expérience dans un truc de groupe ou qui montre qu'il s'en va au gym, autant que la photo, tu sais, comme quelqu'un qui fait comme « Ah, genre, c'est cool! » comme puis, tu sais, c'est juste de s'amuser et d'être créatif. Puis souvent, dans les grosses compagnies, c'est difficile de réfléchir comme ça. Là. C'est pas naturel là, de penser de faire du contenu de ce type-là. Tandis que nous, les gens à la maison qui ont des petites, moyennes entreprises, c'est beaucoup plus... Tu sais, comme... T'as pas le choix, là. C'est ça que tu veux. C'est juste ça que tu as d'accessible, finalement. Fait que profites-en. On a comme un edge sur les grosses corpos, tu sais, à cet effet-là. Fait que fais-le, tu sais. Non, c'est vraiment cool. Puis je pense que... Parce que nous, ce qu'on se rend compte souvent, c'est, tu sais, mettons, c'est show, don't tell. Là. Fait que c'est juste de montrer, mettons... Tu sais, on essaie vraiment de rester neutre parce que, bon, il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans l'univers des finances. Puis, tu sais, c'est juste, OK, voici ce que ça coûte, tu sais, de faire affaire, par exemple, avec un conseiller financier. Puis là, on fait le calcul. Puis, tu sais, ça, on s'est rendu compte que c'était des vidéos super populaires, genre, parce que on dit pas aux gens d'éviter les conseillers financiers, loin de là, mais c'est juste, voici un calcul, puis voici ce que le calcul donne. Tu sais, sans vouloir imposer notre réalité ou notre volonté aux autres. Je trouve que ça, particulièrement, ça marche bien. Puis, surtout sur TikTok, d'ailleurs. Mais je trouve ça quand même fascinant, la psychologie. Puis, il y avait aussi, on a refait la page sur notre site web, sur Liberté 45, puis on pensait, il y a comme une phrase d'intro, puis il y a comme une boîte où ce que les gens peuvent rentrer leur adresse courriel. Puis cette phrase-là, on l'avait travaillée en quelques versions. On se l'avait envoyée dans le groupe de notre équipe, sur Messenger, on a un chat. Puis j'ai dit, hey les gars, vous en pensez quoi de ces trois-là? Tu sais, dites-moi votre préféré, c'est lui qu'on va mettre. Puis les gars me disaient, mettons, la version 2. Je dis, OK, good, parfait. Puis j'ai dit, attends, je vais aller demander à la communauté. Puis là, on a un groupe Facebook. À peu près 3000 membres. OK. Ouais, je mets ça là-dedans, puis là, il y a genre plein de monde qui donne leur avis, puis c'était absolument pas la version 2. C'était genre la dernière. C'est la version 3. Qu'on n'aurait jamais pensé. Fait que, est-ce que nous, notre perception des choses versus ce que les gens ont réellement besoin, c'est totalement différent. Là. Fait que, je pense que c'est bon de garder ça en tête. C'est tellement intéressant. Oui, puis tu m'amènes à la troisième réponse de tantôt. Là, je m'en allais vers le test. Et c'est pas préparé, là, c'est pas scripté. Là. Non! C'était pas préparé. Genre, je vais dire ça, puis là, tu sais, je vais aller. C'était pas préparé. Ah, vraiment pas. Mais la troisième étape, c'est justement le test. Les gens, ils veulent pas investir dans la période de test, mais c'est comme la période la plus importante parce que justement, d'avoir plusieurs versions, puis des fois, c'est juste un changement de couleur dans ton créatif que les gens résonnent plus. Des fois, c'est ce créatif-là placé en story, cette affaire-là placée là, à droite, à gauche de ce format-là, avec ce titre-là. Évidemment, comme ça coûte de l'argent, là, la phase de test. Il faut mettre de l'argent sur tous ces créatifs-là, toutes ces audiences-là. Mais c'est la phase la plus importante parce qu'une fois que tu as tous tes winners, tu pars ta campagne, puis tout est beau, tu sais. Mais souvent, les gens ont tendance à peut-être préparer comme 2 créatifs, un texte, lance ça, puis oh, mon Dieu, hein? Fait que la période de test, fait que, tu sais, oui, quand tu peux, à l'interne, créer des tests, comme des pré-tests, mais après ça, d'aller les tester sur différentes audiences, puis surtout, tu sais, quelqu'un qui voudrait, je sais pas vous si vous visez en Europe, mais tu sais, viser l'Europe, par exemple, ils vont pas raisonner ou réagir de la même façon sur les publicités. Fait qu'il faut faire des tests par pays, il faut faire des tests pour voir comment que ça réagit, puis après ça, sélectionner comme les audiences puis les créatifs gagnants, tu sais. C'est vraiment cool. Fait que là, en ce moment, toi, comment ça se passe là, au day-to-day? Est-ce que vous continuez à grossir votre communauté ou c'est quoi un peu votre objectif en ce moment?
Tu parles dans Maman d'affaires? Ouais, OK. Maman d'affaires. Oui, Ah, c'est fou, hein? Moi, je suis comme vraiment fascinée par l'infopreneuriat. C'est vraiment comme Maman d'affaires me fait découvrir comme l'infopreneuriat en général. Puis on joue beaucoup justement avec le modèle d'affaires. Tu sais, je vous ai parlé tantôt, c'est parti d'un abonnement. Ouais. Là, tu sais, c'est un programme annuel. Mais Pourquoi là, vous avez décidé de faire le changement moi, je trouvais ça super difficile de gérer la volatilité, tu sais, comme tout le côté gestion day-to-day, parce qu'il y a un moment où j'étais à la maison avec un bébé, c'était moi qui gérais tout le côté service à la clientèle, puis administratif, puis marketing, j'avais bien des chapeaux. Puis ça faisait beaucoup de volatilité de clients, comme du monde qui se désabonne, du monde qui veut se rabonner, ma carte, tu sais. Tandis que, maintenant, j'étais comme, hey, est-ce qu'on ferait un programme annuel? Ça va coûter un petit peu plus cher. On va avoir peut-être un petit peu moins de monde, mais la communauté va plus s'engager parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un réseau ensemble, puis il y a plein de belles choses qui se passent dans ce réseau-là entre femmes. Ça se recommande, ça s'aide sur certaines choses. Puis quand quelqu'un est là juste un mois pour venir juste se binge-watch plein de formations puis qui s'en va, ben ça crée moins de connexion avec le reste du réseau. Fait que nous autres, on s'est rendu compte, les gens, ils viennent pour la formation, mais ils restent pour le réseau après. Fait que il faut pousser plus la valeur de ça, puis montrer comme à toutes les fois que quelqu'un s'en vient, il y a le goût de s'investir dans la communauté, puis puis on s'est rendu compte que c'est pas en un mois que tu fais ça, tu sais. Un mois, 2 mois, tu te présentes pas, tu sais pas trop, puis le matin, puis il y a une petite porte, tu viens dans un des Zooms interactifs, puis là, c'est là où ça créait comme plus d'engagement, puis plus d'engagement, bien, ça fait plus de fidélité, puis c'est ça. Notre fidélité est là, est au rendez-vous là, dans cette organisation. Fait que oui, on cherche à croître, mais sûrement. Non, mais c'est intéressant. Puis je pense que, tu sais, il y a quand même. Je trouve que, en tout cas, tu sais, s'il y a des filles qui écoutent le podcast, il y a quand même beaucoup d'opportunités, je trouve, tu sais, de par les filles pour les filles. Là, tu sais, je vois ça souvent, mettons, il y a des groupes financiers maintenant où ils s'adressent que pour les filles. Comme Elle investit, par exemple. Sur la page. Je trouve qu'il y a genre vraiment quand même beaucoup d'opportunités parce que, tu sais, en général, je trouve que les femmes sont sous-représentées dans, comme on parlait avant le podcast. Oui, effectivement. Puis faire de l'argent, c'est tabou c'est vraiment tabou pour les femmes. Ouais. Puis moi, je le sais parce que moi, j'aime l'argent, j'aime ça parler d'argent, j'aime ça. Moi, dans un souper de famille, comme « Ah, j'ai fait telle affaire, puis moi, je veux faire ça, puis moi, je veux me payer ça, puis Puis le monde sont tout le temps comme Attends, les gens sont comment? Ben, comme si c'était un peu exubérant, puis comme, tu sais, elle, comme, pas qu'elle se prend pour une autre, tu sais, je pense pas que les gens de ma famille se disent ça, mais j'étais un peu colorée, mettons, là, de dire ça à table et tout ça, puis des fois, je suis comme, hey, si on m'avait dit plus jeune, si j'avais entendu, mettons, ma mère parler comme ça, ou, tu sais, si j'avais un petit peu plus été... tu sais, c'est ça. Je trouve qu'on valorise pas la richesse, on valorise pas de faire de l'argent. Tu sais, c'est un classique là, comme discours, mais ça reste que pour les femmes, je trouve ça encore plus... c'est comme si c'est vraiment pas beau là, de parler d'argent entre femmes puis de dire que, tu sais... Puis je trouve, en tout cas, moi, il y a un chiffre qui s'est fait entre quand j'étais peut-être plus victime, là, comme dans le début de ma vingtaine, j'étais endettée, puis toute l'affaire, puis j'ai jamais d'argent, puis ici, puis ça, puis j'avais l'impression que mon réseau de support était comme le rapport, genre, je te sauve, puis t'es une victime, genre, c'était, tu sais, même pour des gars, c'était comme, viens, je vais t'aider, puis tout ça. Tandis que le chiffre de quand t'as de l'argent, puis t'es capable de t'organiser, puis t'es capable de faire des choses, t'es même capable d'investir, t'as comme un espèce de chiffre que j'avais tellement hâte d'avoir, mais que vraiment, ça a changé ma relation avec certaines personnes dans ma famille, dans mes amis. Puis c'est fascinant, mais c'est troublant un peu à la fois. Ouais, dans le sens que ça te permet de te donner, pas une carapace, mais une certaine protection ou une certaine assurance que normalement, quand tu as plein de dettes, c'est comme plus difficile à avoir parce que veut pas, ben. Tu sais, c'est tough, là, vivre avec des dettes. Là, je pense que ça pèse lourd. Puis toi, dans le fond, dans ton enfance, ça a toujours été un sujet qui était hyper tabou, l'argent en général? Ou... Bien, j'aurais pas tendance à dire ça, mais c'est vraiment avec le temps que je me rends compte que j'ai peut-être des traumas qui appartiennent à mes parents, mettons, ou à d'autres membres de ma famille, que maintenant, je les ai comme gardés longtemps. Puis faire des grosses dépenses ou prendre des risques ou essayer de certaines choses, c'est comme
ben non, tu vas pas faire ça, ou tu vas pas le faire comme ça, ou même me lancer en affaires. Je me rappelle de mon père qui est comme, t'es sûr que tu veux te lancer en affaires parce que là, tu sais, c'est. Puis je me rappelle, moi, me lancer en affaires, là, comment que ça m'a semblé comme une montagne avant de le faire, comme si vraiment, là, c'était. Je gamblais mon existence, là. Puis finalement, aujourd'hui, quand j'entends des femmes, évidemment, hésiter à se lancer en affaires, je suis comme, ben, essaye-le, oui, tu trouves une job. Ce serait quoi parce que on en parlait juste avant le podcast par rapport aux femmes en affaires, par rapport aux femmes qui se lancent, par rapport aux femmes qui prennent leurs finances en main. On a beaucoup d'hommes et moi, quand je me connecte souvent avec les gars qui suivent notre formation, je leur dis faites-le avec votre blonde, tu sais. Même pour les finances, le budget, on a des gens vraiment qui sont séparés au niveau de ça, c'est mon compte. Puis il y a toujours eu l'homme fait plus d'argent que la femme, etc. Ce qui me gosse complètement. Les femmes, toi, dans ta communauté, qui se disent je veux investir ou enfin je veux me lancer, je veux investir en moi, c'est quoi leur plus grande crainte? Est-ce que c'est parce que c'est des femmes? C'est pourquoi ton auditoire, il y a beaucoup de questions dans ce que je dis, mais... Oui, ben oui, ok, oui. Mais mon audience, évidemment, moi, en plus, c'est des mamans. Fait que là, bon, il y a un risque de plus. Puis l'idée aussi, en plus, c'est que tu as une pression un peu plus grande de ce que moi, j'ai pas vécu parce que je me suis lancée en affaires avant d'avoir des enfants. Par contre, quand je suis tombée enceinte, c'était une surprise. Puis dans ma tête, à ce moment-là, mon temps, mon entrepreneuriat était comme en train de mourir parce que j'étais comme, j'aurais plus le temps, je vais être une mère. Comme j'aurais plus de temps à moi pour m'investir dans des projets et tout. Puis je pense que c'est un peu pour ça que j'ai lancé Maman en affaires parce que j'ai fait comme, moi, là, j'ai donné des formations en porte-bébé, j'ai animé des trucs en allaitant, comme j'ai fait comme... Tu sais, j'ai assisté à des réunions, justement, genre avec la coquille des mains, puis tout. Puis, tu sais, autant que des fois, je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir plus de temps tranquille avec bébé. Autant qu'il n'y a pas eu de limite. Ça n'a pas été une limite à mon. Puis, moi, ça, c'est cette découverte-là qui m'a poussée à aller plus loin parce que, justement, j'ai fait comme, pourquoi je pleurais en me disant que j'aurais plus le temps pour mes projets, puis que j'aurais plus le temps de lancer des entreprises, puis que j'aurais plus le temps de faire mes affaires, quand dans le fond, tu sais, oui, ça prend une gestion, mais c'est clairement possible d'être maman et d'être en affaires et d'avoir des projets et d'avoir des rêves et de faire de l'argent, tu sais. Fait que oui, la principale... je pense que le frein, bien, évidemment, c'est la charge mentale puis l'argent, là, évidemment. Tu sais, quand tu as des petites bouches à nourrir puis tu as une maison souvent à payer puis tu as toutes sortes de choses, c'est comme te mettre dans le mal tout seul, c'est une affaire. Mettre un couple, parce que quand tu es en couple aussi, c'est des discussions que tu peux avoir comme « Hey, je me lance dans le vide, je me lance en affaires. J'ai pas d'argent de côté, mais comme on l'essaye, OK? » Ouais, peux-tu me bâcler? Oui, c'est ça. Exactement. Puis moi, je me rappelle que c'était vraiment un frein puis j'étais habituée à ce que... Comme si dans ma vie, on m'avait toujours dit non à ce genre de choses-là. Puis quand mon chum me dit « Garde, t'es pas bien à ta job, laisse-la, essaye-le, au pire. » Tu chercheras un autre job. Et surtout en ce moment, là, il y a tellement de jobs, là. Lance-toi, là, puis tu checkeras ça, tu sais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que en ce moment, je pense que c'est le meilleur moment, quasi tout le temps, c'est le meilleur moment, mais c'est un bon moment pour se lancer parce que, justement, si ça marche pas dans quelques mois, je vais pas dire quelques semaines parce que tu donnes-toi du temps, au pire, sinon, trouve-toi un emploi à temps partiel. C'est quelqu'un qui se dit, je veux pas tout laisser. Je veux pas tout laisser puis m'embarquer dans un projet. Garde une job puis demande si tu n'es pas capable de faire du 9 à 5 plus bâtir parce que tu peux pas bâtir ton side project parce que tu as des enfants, etc. Demande un temps partiel. Mais en plus, c'est super intéressant parce que il y a deux raisons pourquoi c'est le meilleur moment. Justement, à cause que le pouvoir est dans les mains de la main-d'œuvre. Fait que oui, d'une part, tu peux juste laisser ta job puis essayer, puis au pire, t'en retrouves une autre. Mais tu peux aussi aller voir ton boss puis dire « Hey, je veux travailler de la maison. Je veux faire du temps partiel. Je veux avoir des heures flexibles que je peux travailler la nuit si ça me tente ou la fin de semaine. Mais je veux avoir de la flexibilité. » Puis les employeurs, à cause de la COVID puis à cause du manque de main-d'œuvre, ils ont un petit peu plus de latitude dans ce genre de choses-là. Moi, je me rappelle, ma mère était tellement malheureuse à sa job il y a quelques années parce qu'elle était comme « blablabla. » Il y avait plein de raisons, mais depuis la COVID, avec la flexibilité que ça y amène à travailler de la maison, juste ça, elle a fait comme « Oh mon Dieu, moi, je pourrais rendre plus loin. » Tu sais, je suis moins stressée de ma retraite parce que je pourrais me rendre comme vraiment plus loin comme ça. C'est pas d'effort pour moi de faire la job que je fais depuis 30 ans, mais de la maison. Quand je punch out, comme mon petit verre de vin, je regarde mes émissions, puis tu sais, tout est beau. J'ai pas toute la charge du trafic puis tout le reste. Donc ça, c'est un des points. Puis l'autre point aussi, évidemment, j'ai un parti pris, mais c'est le web. Ça n'a jamais été aussi facile de se partir une entreprise. Ce serait quoi pour... bon, je te le disais dans
dans notre communauté, notre auditoire, ceux qui écoutent le podcast, Ouais. il y en a beaucoup qui sont déjà des entrepreneurs. Donc, je pense que c'était pertinent parce qu'on parlait de publicité, etc. Puis, il y a d'autres personnes qui, eux, cherchent à se dire qu'est-ce que je pourrais faire autre mon 9 à 5. Ouais. Puis toi, pour toi, le web, donc gérer les réseaux sociaux d'une compagnie, Ouais. tu me parlais un petit peu de ça tantôt. Peux-tu élaborer Ben oui, moi, en fait, c'est ça. Quand je me suis lancée, c'est vraiment, à la base, c'était de la gestion de réseaux sociaux. Donc, ce qui est intéressant, puis même en publicité, ça se fait aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un service que tu vends une fois, mais que c'est à tous les mois. La personne a besoin à tous les mois de créer du contenu, de publier du contenu, de faire de la gestion de communauté. Fait qu'effectivement, c'est un projet qui peut être fait à côté d'un travail là, vraiment facilement. Évidemment, il faut avoir des notions un peu de création de contenu, puis des réponses et tout. Mais, tu sais, si tu tripes, je sais pas moi, sur le vin, puis qu'il y a une compagnie de vin, une compagnie d'importateurs privés ou même un restaurant ou un sommelier ou peu importe qui cherche à avoir quelqu'un qui connaît un peu ce secteur-là, qui serait moindrement capable de créer un peu de contenu. Puis ça, même des fois, là, la compagnie, ils ont un graphiste, puis ils ont comme du monde qui crée le contenu, puis toi, tu serais juste à prendre les fichiers, puis à les mettre, puis à écrire des textes. Fait que oui, vraiment, c'est quelque chose de super intéressant. Puis moi, la gestion de campagne publicitaire, je vois vraiment comme un autre service à part. Puis d'ailleurs, je dis ça de même. Mais je trouve vraiment que de la gestion de campagne publicitaire, il y a comme un gros gap. C'est ça que tu as fait toute seule ou tu payes vraiment cher pour la faire faire par des grosses agences. Ouais. Il y a comme pas beaucoup de freelancers qui font ça comme cosy là, de la j'avais maison. juste checké, là, c'est genre, tu sais, mettons, c'est comme 2000 pièces en montant là, par mois. Là, ça prend comme beaucoup de budget puis pour prendre une c'est une agence. gestion, c'est pas des dollars investis en publicité. Non, là. non, c'est la gestion. Tu pars à moins 2000. Fait que, il faut que tu aies genre beaucoup, faut que tu aies beaucoup d'argent Pour que le levier d'investissement fasse du sens, comme que le 2000 $ soit dans ton frais, comme, tu sais, il faut que ça te tente, il faut que tu en ailles beaucoup. Fait que je trouve que le gap est comme difficile. Puis même qu'en tout cas. J'ai une idée. Oui. Ce qui pourrait être malade, là, si les gens veulent apprendre, la publicité Facebook, c'est bon, tu commences, il y a des formations qui existent, il y a plein d'affaires. Celle de Caroline qui s'en vient. Oui, dont la tienne. On la mettra au pire dans les liens de l'épisode. Mais tu sais, je pense que, mettons, tu prends une formation, puis après ça, tu vas voir des entreprises qui t'offrent ton service pour genre 50 pièces par mois, 100 pièces par mois. Je ferais ça, personnellement, pour commencer mes 3-4 premiers clients. Puis là, je prouverais que genre les résultats fonctionnent. J'irais leur demander un avis, show, don't tell. Fait avant, après. Puis après ça, j'irais monter, faire des clients à 500, puis après ça, 1000, puis après ça, 1500. Oui, à des entreprises locales. Puis, ben, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, au Québec. Je l'ai déjà vu, mettons, parce que moi, je suis en pleine communauté internationale là, de gens qui font de la gestion, genre de pub. Puis quand j'ai commencé, justement, j'essayais de regarder comme, hey, je me spécialise-tu, genre, dans un domaine ou je fais-tu comme, tu sais, si je maîtrise super bien comme certains modèles d'affaires, comme je vais arriver, il n'y aura jamais de learning curve. Puis oui, effectivement. Ou est-ce que, tu sais, tu connais super bien ta communauté, tu sais comment elle réagit, tu t'en vas voir la boulangerie du coin, le garage du coin, puis tu sais, comme tu charges exactement, puis comme tu fais un levier, tu sais, il y a tellement de façons, genre, de faire, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Moi, ça me fascine. Ça m'a même poussé à me dire, en tout cas, c'est dans mes projets peut-être futurs, mais je me suis dit comme je pourrais avoir une certification, genre, de gens qui font de l'investissement publicitaire sur Facebook, Instagram, mais avoir justement enseigner comment aller chercher tes premiers clients, quel modèle d'affaires que tu peux avoir, puis créer une petite communauté qui est capable d'aider d'autres entrepreneurs parce que je trouve vraiment que c'est pas répandu au Québec. Vraiment pas. Puis il y a un truc aussi que je trouvais fascinant, puis c'est un peu pour bondir sur ton idée. Il y a un vidéaste qui nous avait approché pour faire des clips, pour nous aider. Puis il disait, écoute, je vais te faire 3 clips. Dis-moi ce que tu en penses, puis après ça, on parlera affaires. Ça, je trouve que de donner, au lieu d'essayer de convaincre de vendre un service, d'appeler une entreprise, puis de dire ouais, bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, j'offre mon service de gestion. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que vous êtes intéressé? Clairement, la personne va dire non. Là. Mais si tu dis écoute, hey, check, j'aime vraiment ce que vous faites, j'adore vos baguettes de pain, c'est une boulangerie du coin, je vais souvent manger là. Je vous ai fait des créatifs, je pense que ça pourrait vraiment vous aider à générer plus de clics puis plus de ventes. Voici, je les ai faits. Est-ce que ça vous intéresserait de l'essayer? OK, good. Right? Ah, cool. Ça serait cool. Puis là, après ça, j'ai l'impression que c'est ça un peu la barrière que les gens se mettent. En partant, je trouve qu'un side project, ça devrait être OK, comment je peux amener de la valeur à quelqu'un? Peu importe, je vais laver le char exotique à quelqu'un. Genre. Puis, moi, j'ai fait ça. Le premier gym que je me suis entraîné, j'ai commencé en 2016. C'est un propriétaire qui était tout seul en jiu-jitsu.
Et il y avait pas de page Facebook, il n'y avait pas de page Instagram, il y avait rien. Puis je lui ai dit, est-ce que ça te tente que je m'en occupe? Je vais en partir. Puis il était comme, non, je suis pas trop. Puis je dis, gars, on va le faire pareil. Puis le gym, on est passé d'un revenu très moyen, on a plus que quadruplé le revenu grâce aux publicités Facebook. Puis là, moi, à l'époque, je sponsorisais des posts, c'était en 2017. Et à un moment donné, moi, je payais le gym, là, j'étais un élève, puis j'étais au début, là, j'étais débutant. Ah, ça, c'est brillant. Puis je suis allé le voir, puis je lui ai dit, gars, je fais ça. Puis j'ai fait ça pendant 1 an et quelques. Puis après, j'ai eu le gym gratuit, qui était 150 pièces par mois à peu près, que j'ai eu gratuit. Puis à un moment donné, je suis allé le voir. Puis j'ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est de prendre 10%. Je te fais à la fin du mois, je te prends 10% de tout le profit de la compagnie. Donc, ce qu'on a fait en niveau des cours, je te prends 10% de ton profit, je le prends. Et en échange, je gère ta publicité Facebook, les posts, je fais des vidéos, je fais du montage. Puis là, il était comme, ouais. Je fais une belle proposition de tout ce que j'avais déjà fait et de tout ce que j'allais faire. Et je lui ai dit, imagine ce que j'ai fait sans te charger. Imagine maintenant ce que je peux faire si je prends un pourcentage de ton gym. Puis cette phrase-là, ça l'a tellement allumé qu'il m'a fait OK, let's go. Puis là, je me suis donné encore plus parce que j'ai dit là, il y avait un intérêt. J'ai un gros intérêt. J'ai un 10% que je peux prendre de tout ce qui va biler. Je vais le prendre. Donc, la boutique, j'ai installé une belle boutique. J'ai fait faire des casquettes. Je me suis donné. Et on a quelqu'un qui travaille avec nous qui s'appelle Guillaume. Qui nous a fait la même chose. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer parce que c'était avec toi. Mais Guillaume, moi, c'est ça. C'était super intéressant. On en parlait sur un podcast. Puis, tu sais, je pense que même dans ta communauté, ça a peut-être déjà arrivé, mais, tu sais, Guillaume, c'est un jeune, il a à peu près mon âge, il m'écrit, écoute, j'aime vraiment ce que vous faites, je suis prêt à donner de mon temps, peu importe, payez-moi pas, mais genre, j'aimerais ça vous aider. Avez-vous comme des tâches à accomplir? Là, nous, évidemment, on a genre une liste longue de même de projets à faire. Puis là, on commence à y envoyer. Comme ça. Je vais en rajouter. Et là, on y envoie 2-3 trucs, puis là, il nous revient super rapidement. Le lendemain du temps, c'est fait. Oh, wow, OK. Quelqu'un, qu'on lui donne quelque chose à faire puis qui nous revient. Ça, c'est vraiment un gros plus. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, là, maintenant, il s'occupe d'un paquet de trucs puis de postes clés. Là. Fait que, tu sais, ultimement, fast forward, dans 1 an, 2 ans, tu sais, toute la richesse qu'il va être en mesure de générer juste en donnant un peu de son temps, je trouve que c'est quelque chose que personne parle. Là. Je trouve que, tu sais, on n'enseigne vraiment pas ça nulle part à l'école, puis on en parle très peu publiquement. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité de partir un projet, une source de revenus, parce que, tu sais, on se le fait demander, j'imagine que toi aussi, tu sais. Surtout dans quelque chose que t'aimes. Tu sais, mettons, regarde, moi, je suis prêt, mettons, je connais Liberté 45, puis je tripe sur Hubert, puis ce qu'il fait. Écoute, je suis prêt à te donner, ou sur toi, tu sais, c'est maman en affaires. Écoute, j'aime ce que vous faites, j'ai 3 heures par semaine à te donner. Au lieu de regarder ma série Netflix, je vais te donner 3 heures parce que je veux apprendre. Puis en échange, lui, il nous avait rien demandé, je pense, en échange. Non, il dit, est-ce que je peux juste vous... Il nous avait un courriel, il nous avait cold email. Il nous avait dit, est-ce que je peux vous aider? J'adore ce que vous faites. Mon but, c'est genre, j'aimerais ça aider les gens aussi en finance. Puis j'aide ma famille et tout. Puis genre, je tripe. Puis il a juste dit ça. Puis j'ai envoyé. Il voulait juste être dans votre écosystème pour avoir plus de... Peut-être son réseau, je sais pas. Exact. Mais juste aller voir la personne puis lui dire, regarde, je te donne 3 heures par semaine pendant 1 mois. Tu sais, t'es pas obligé de donner pendant 1 mois. J'aimerais ça t'aider. Est-ce que des petites choses que je pourrais t'aider? Mais tu sais, pour démarrer, c'est ça. Qui sait où est-ce que ça te mènera dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Honnêtement, après 1 semaine, on commence à le... Tu sais, je veux dire, quand t'apportes de la valeur, c'est un no-brainer, tu veux pas le perdre. Là, puis je trouve que ça se perd. Comme on dirait que les gens veulent faire de l'argent rapidement. Ils veulent toujours être ben non, mais moi, si je me mets à faire ça, je vais charger minimum tant par mois, tant de l'heure. Puis les gens... Puis quand tu parlais tantôt, comme quand on base quelque chose qu'on veut lancer sur nos propres intérêts personnels, est-ce que ça va nous amener, hey, je vais faire ça va m'amener tant d'argent, yes, go, go, go. Comme, c'est sûr que tu t'en vas dans le mur. Tandis que quand tu bases un projet sur la valeur que ça va amener aux gens, puis que tu fais confiance que tu vas récolter, genre, au bout de la ligne sur le long terme, là, c'est intéressant. Tu sais, moi, je trouve tellement... Puis, tu sais, je suis pas parfaite, là. J'ai déjà parti des projets en me disant comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment besoin d'argent, je vais faire ça, puis Mais on dirait vraiment que les projets que je peux... Tu sais, avec du recul, les projets qui ont réellement du succès dans ma vie, c'est vraiment les projets qui ont été démarrés sur ce que ça peut amener réellement au client ou à la personne, tu sais. Tantôt, on parlait, je pense que c'était avant le podcast, mais je parlais que j'avais investi, c'était en 2018, dans un chalet locatif. Ouais, c'est vrai. Immobilier. Oui, ça a été j'ai flirté un peu avec le monde de l'immobilier au début, quand j'étais en affaires. Puis ça m'a fait rencontrer toutes sortes de monde, dont Maxime Lalonde, un gars qui est animateur de radio.
notamment à Sherbrooke, mais lui, il y avait quelques chalets là, locatifs, puis j'étais comme, hey, je me vois pas avoir un plex, je me vois pas faire des flips. Genre, tu sais, vraiment, je me reconnaissais pas là-dedans. Mais j'étais comme, hey, du chalet locatif. Là, moi, j'ai été longtemps dans la restauration, puis ce monde-là. Fait que tout ce qui est hospitalité, puis tout ça, c'était comme. Dans ma tête, c'était sexier, genre, que les plex, là. Tu sais, j'étais comme, il me semble que je me vois faire ça. Fait que. Fast forward à quand on a démarré le projet, j'ai parti ça avec mon chum, puis avec mes beaux-parents. Puis ça, c'est un bon point, hein. J'aimerais ça le dire, OK? On avait pas une scène noire, moi puis mon chum, à mettre sur ce chalet-là. Puis quand on est allé, je me rappelle, on a regardé un live de Maxime avec le média là, immobilier que je parlais. Puis je me rappelle, il est 5 h du matin, j'étais avec mon chum, puis je dis, regarde comment c'est cool, qu'est-ce qu'ils disent, puis tout. Puis là, je suis à 5 h du matin. Écoute, j'avais même pas d'enfant, je comprends pas. Bref, je regardais ça, puis il dit, mon chum, je pense qu'il était sur le chômage, il travaillait dans la construction dans ce temps-là, fait que, tu sais, des fois, il y a des gaps entre les... Fait que là, on n'a rien devant nous autres dans la journée, tu sais. Puis le gars, dans le live, il dit, Maxime, il dit, en ce moment, tu sais, Charlevoix, avec le Club Med qui s'en vient dans le secteur, tu sais, Charlevoix, c'est vraiment une des régions à privilégier présentement pour l'investissement dans le court terme, puis tout ça. Puis je suis comme, je suis jamais allée dans le Charlevoix, tu sais, c'est beau, tout ça. Mm-hmm. Mon chum, il dit, t'es jamais allé? Il dit, on y va. Je dis, là? Il dit, oui, on y va. Fait comme des gros cons, genre, on est allé en auto. Là, j'appelle Maxime, je dis, ouais, on va aller voir, là, tu sais, si on pourrait investir là-dedans. Mais on n'a pas $1 là, à investir sur un chalet. Genre, je sais même pas si on était solvable. Je venais de me partir à mon compte, tout ça. Fait qu'on s'en va là-bas. Maxime, quand je parle, il me dit, oui, il va rencontrer le promoteur immobilier au domaine Charlevoix. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, ah mon Dieu, je fais part du temps du monde aujourd'hui. Comme, je peux pas croire qu'on est là, tu sais. Mais on joue le jeu pareil. Maxime, il me fait pas super cher son chalet pour rester la nuit. Genre, on vit notre belle journée, on va au restaurant, on fait nos affaires. Puis je nous trouve comme un peu, genre, effrontés, mais je suis comme, c'est pas grave, là. Audacieux. Ouais, audacieux, disons ça comme ça. Puis finalement, quand on en parle à mes beaux-parents, comme la fin de semaine après, mon beau-père, étonnamment, je m'attendais zéro à ça. Mon beau-père est comme, moi, je serais peut-être intéressée à investir là-dedans. Puis moi, je suis comme, ah ouais? Sérieux? Là, mon chum, c'est un bon vendeur. Là. Il a vendu à ses parents comme, on va y aller la fin de semaine prochaine. On va vous montrer c'est où, les terrains sont où, c'est quoi, genre, la vision, genre, de ce domaine-là, non. Puis finalement, on amène mes beaux-parents là, puis je vous dis, quand que ça s'est concrétisé, ce projet-là, puis que mon chum m'a dit comme, on est passé à la banque, ça fonctionne, comme mon père y investit telle affaire, comme, puis en plus, c'était de l'argent comme sur sa marge de crédit hypothécaire, donc pas nécessairement genre de ses placements ou rien. Fait que le projet était super viable. Toi, avec ton chum, vous mettiez du temps Oui, on s'occupait. Mais tu sais, le pire, là, c'est que mon beau-père, il a mis de l'argent et du temps. Là. Les deux personnes qui mettaient le plus de temps dans ce projet-là, c'était clairement moi et mon beau-père. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement genre d'entente là, par rapport à vous mettez de l'argent. Mais l'idée, c'était que les premiers profits générés de ce projet-là s'en allaient directement pour rembourser ce prêt-là. Fait que c'est vraiment, il faisait un prêt au projet. Puis vraiment, le mandat numéro 1 de l'argent généré, c'était ça, mais c'était vraiment une vision à long terme qu'on avait pour ce projet-là. Donc, on était comme, nous, même si on ne touche pas aucun dollar pendant des années, on s'en fout. On va profiter d'un beau chalet à Charlevoix. Mais ça, je te coupe parce que j'ai déjà dit sur un autre podcast que je suis intéressé par ce genre de truc-là. Le chalet locatif, il était dans un domaine. Donc, il y avait plein de chalets qui se construisaient. Toi, tu en as acheté un. J'ai acheté un terrain puis on a fait construire un chalet. Mais ça, t'es passé par quelqu'un qui avait justement... C'était comme un deal qui était fait. Parce que tu sais, les gens qui regardent présentement sont sur Centris, puis ils checkent un chalet, puis là, il faut checker les règles avec la ville. Lui, dans le fond, quand Maxime, mon ami, m'a recommandé ce promoteur-là, je suis allée le voir. Lui, dans le fond, oui, c'est un domaine de chalet. Il y a à la fois des gens qui résident là-bas, là, qui se font construire des chalets puis qui décident d'habiter là-bas. Et il y a des terrains d'hébergement. Donc, avec un permis d'hébergement qui vient avec, tu peux aller à la CITQ créer ton numéro là, pour être légal là, sur Airbnb et tout. Là. D'ailleurs, Revenu Québec m'a déjà appelé parce que mon numéro de CITQ n'était pas là. Fait qu'ils sont vraiment... C'est comme... Ça prend le permis d'hébergement pour comme, être capable de faire du Airbnb et tout. Mais reste que, bon, on a acheté un terrain qui avait déjà le permis d'hébergement.
on a fait construire le chalet. À ce moment-là, c'était comme... je pense que le promoteur voulait sa vente, puis comme il y avait... Mais il a géré le projet pour nous. OK. Comme il a fait construire le chalet pour nous, mais par la suite, il a fait comme moi, je fais plus ça. Il a mis beaucoup de temps sur notre chalet, puis tout ça. Puis en tout cas, bref, je pense qu'il nous trouvait sympathique, puis ça a été une belle expérience pareil, mais il nous l'a répété plusieurs fois. Comment vous êtes chanceux, vous autres, j'ai fait la gestion de votre projet presque gratuitement. Mais bref, notre chalet, comme quand on l'a meublé, puis quand on a mis l'amour dedans, là, comme qu'on a comme... On regardait pas la dépense. On voulait que ça soit le plus haut possible. On voulait que les gens arrivent, là, puis que ça soit des belles poêles neuves. Tu sais, quand tu arrives dans un chalet, là, puis tu veux te faire des œufs, puis c'est la vieille poêle de Teflon qu'il y avait chez eux. Puis ça... Non, nous, on a acheté du stock neuf. On a acheté... aussitôt que quelqu'un nous disait, genre, « Hey, vous aviez pas de coupe à champagne? » On achetait des coupes à champagne. Comme, on s'assurait là, vraiment que les gens qui aillent là... T'as investi là-dedans. Là. Oui, vraiment. Puis le commentaire qui revenait tout le temps, c'était super bien équipé. Les gens étaient comme étonnés là, de ce qu'ils trouvaient dans la cuisine. Parce que c'est particulièrement dans la cuisine que les gens, comme, ils manquent d'équipement habituellement dans les chalets. Puis ils sont comme, il n'y a pas de mixette, finalement, je peux pas faire ma trempette, tu sais. Mais tu sais, les gens, des fois, ils prennent ça pour une semaine. Hey, surtout dans le COVID, là, les gens, ils allaient là pour vivre là une semaine, comme ça prend plus que la base, tu sais, pour... Fait que bref, comme on s'était vraiment assuré, tu sais, les lits, on avait souvent des commentaires comme, waouh, genre les lits étaient tellement confortables, les oreillers, les couvertes, comme, waouh. Ça change tout. Ouais, vraiment. Mais je me rappelle que quelqu'un m'avait dit comme, hey, mais dépense pas autant, là, tu sais, comme, c'est pas toi qui y vas, tu sais. Je suis comme, premièrement, j'y vais. Deuxièmement, quand j'y vais, je veux pas avoir l'impression que je m'en vais à mon chalet ou que c'est mes vieilles affaires. Puis, encore plus important que ça, quand les gens viennent, genre, moi, je suis contente de les recevoir. Je veux qu'ils sentent que je suis contente de les recevoir puis qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Puis, c'est ça, c'était basé sur la valeur qu'on a à nos clients. Les gens, ils vont là en vacances. Tu veux qu'ils aient du plaisir, qu'ils manquent pas de rien. Est-ce que tu chargeais plus cher vu que tout était nice ou c'était juste le référencement? Les gens, ils capotaient, ils en parlaient à leur famille, puis là, c'était booké à longueur d'année? Bien, il y a un mix de... Pour le succès de ce chalet-là, j'ai pas beaucoup de mérite dans le sens où, oui, j'ai fait du marketing autour. J'ai mis un petit peu d'argent, tu sais, juste parce que j'étais comme... Je fais de la pub, je vais le faire. Mais vraiment, c'est effectivement vrai. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, mais au moment où on a mis ce chalet-là loué, à louer, comme cette région-là était prisée ou je sais pas. Comme, mais vraiment, ça a été un succès instantané. Puis ça se louait tout seul sur Airbnb. J'avais pas beaucoup de travail à faire. Même qu'avant de mettre les photos immobilières, j'ai juste mis Airbnb avec ma fiche, puis j'ai mis les plans. Du chalet comme disponible dès décembre 2018. Puis j'avais déjà des locations, puis j'étais comme j'espère que ça va être... Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a pris du temps à rentabiliser? Est-ce que le projet a été rentable relativement rapidement? Oui, le projet a été rentable super rapidement. Puis, tu sais, je m'y connais plus ou moins en immobilier dans le sens où, tu sais, comme je le sais, genre que, surtout maintenant, mettons que tu achètes un Plex, comme en ce moment, c'est très even, là, surtout avec les taux d'intérêt là, qui viennent de sortir, là, ça doit être quand même assez difficile d'arriver, genre de... Mais, tu sais, quand tu le vois toujours comme à long terme, mais tu sais, je pense que, je sais pas, on faisait genre 5 000, 6 000, 10 000 dans l'année avec ça, plus la capitalisation, tu sais, comme le fait qu'on avait... Puis c'est ça l'histoire, c'est que arrive l'hiver 2021, je suis enceinte de mon deuxième enfant, puis moi et mon chum, on est encore en condo, puis on est comme, OK, plus capable. Surtout avec l'année de COVID qu'on vient de vivre, je peux plus voir mes 4 murs, puis mes enfants, comme mon premier commence à marcher partout, genre, pour vrai, ça nous prend plus de place. Puis bref, pour X raisons, mais entre autres celle-là, on a décidé de vendre le chalet puis d'acheter une maison. Puis c'est surtout à cause que les maisons avaient tellement augmenté puis que nous, ça se faisait de plus en plus urgent. Il n'y avait pas d'attente possible. J'étais comme, on le fait. Fait qu'à contre-cœur, on a vendu le chalet, mais on a fait une méga transaction. On a fait une super belle transaction, comme c'est probablement un de nos meilleurs coups. Comme je suis vraiment contente, même si mon cœur a un peu mal parce que ça m'a fait de la peine de vendre le chalet. Vraiment, on a fait un coup de circuit. Là. Vous l'avez vendu au sommet, dans le fond, genre après, post-pandémie? On l'a vendu en mars, en fait en juillet 2021. Mais c'est en mars 2021 qu'on a conclu, puis c'est en juillet qu'on a signé. C'était genre au sommet, juste avant le... Ben, c'est que là, les activités avaient repris, mais les gens ne pouvaient toujours pas sortir du Québec, du Canada, en fait. Fait que là, les gens continuaient. Le tourisme québécois était à son apogée. Je ne sais pas ce que ça a l'air cette année avec les avions, avec les voyages internationaux qui ont recommencé. Je pense que c'est encore lucratif, là. Mais
c'était, tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle, là, un de mes objectifs en démarrant 2020, c'était de me dire, OK, là, on est rentable, mais on a juste nos fins de semaine de louer. Tu sais, comme il faudrait louer plus de semaines. Tu sais, l'été, ça se louait et tout, l'hiver, tout ça, des fins de semaine, des semaines, tu sais, mettons la semaine de relâche, tout ça. Mais je dis là, il faudrait essayer d'attirer du monde qui font du télétravail, des choses comme ça. Puis ça, c'est avant que le COVID éclate. Puis je me dis, je pense que je vais mettre mes prix ridicules en semaine juste pour dire que j'ai des gens qui viennent comme meubler le chalet, tu sais. Est-ce que tu as pu ça s'est fait tout seul. Est-ce que tu as pu le vendre plus cher étant donné les revenus que tu générais grâce à la location ou ça n'a aucun rapport? Je pense que ouais. Oui, ben oui. Non, vraiment. Puis il faut, tu sais, comme, vu que tu as un permis d'hébergement, comme ça vaut plus cher. Fait que, tu sais, les gens qui ont acheté le chalet. C'était pour faire de la location. Puis tu sais ce qu'il y avait aussi? C'était quoi déjà? C'était que si quelqu'un achetait ça pour du résidentiel, tu sais, quelqu'un qui voudrait aller habiter là, nous, on avait récupéré les taxes parce que c'était une entreprise, la personne, il fallait qu'elle paye les taxes sur sa transaction, ce qui est comme vraiment pas cool sur une transaction là comme ça. Fait que ça prenait quelqu'un qui avait le goût d'opérer en tant qu'entreprise ce chalet-là, parce que sinon, ça valait pas la peine. Il me semble que c'était quelque chose comme ça là, qu'on avait su là, à ce moment-là. Puis c'est ça. Comme je pense que le côté marketing, tu sais, genre ma page Facebook, le compte Instagram, genre on avait fait faire des super belles photos, comme tu sais, tout cet aspect-là, je pense que ça a créé un levier intéressant. Quand j'ai mis ce chalet-là à vendre, je l'ai même pas mis sur du proprio, là. J'ai fait un post Facebook. Le chalet sera en vente, tu sais, genre, il y a 3 chambres ici, il y a ça, il y a ça. J'ai eu 30 courriels en 12 heures. Ouais. C'est fou, c'est vraiment en demande. Puis à ce moment-là, l'année en 2021, c'était... Tout le monde disait immobilier. Oui, puis je capotais parce que, ben c'est ça, tu sais, le taux d'intérêt était super bas. Oui, ça avait augmenté, mais les gens, tu sais, comme... En 2021, tu avais du 1,5-2%, là, si ma mémoire est bonne. Exactement. Puis c'est ça. Il y a comme 30 personnes qui nous ont écrit, je comprenais pas, je savais même pas où commencer, ou je savais pas, j'étais comme, comment qu'on délimite 30 personnes qui veulent acheter puis qui n'ont pas le temps d'aller visiter, là, fallait que ça se fasse en semaine, tu sais. C'est fou. Fait que ça a été, puis nous autres, on n'avait pas d'expérience là-dedans, là, dans la vente, tu sais, on savait pas comme, OK, on fait déposer des offres avant telle heure, là, ça finissait plus, le monde surenchérait, puis on était comme, c'est quand qu'on arrête, comme on les fait monter jusqu'à quoi, genre? Mané, ça avait comme plus de sens, on était gênés. On avait comme 100 000 de plus que ce qu'on avait espéré à la base sur la dernière offre, puis on était comme... Puis là, ça se relançait la balle, puis j'étais comme, OK, Mané... Là, mon chum, Mané, il a fait comme, OK, aujourd'hui à 3 heures, parce qu'il y avait comme un courtier, un de nos amis qui nous avait dit ça, comme, non, faut que tu aies une date de tombée, le Mané, il faut que ça stoppe, là, tu sais. Donc, tu as une belle expérience en immobilier. Ben, ça a été une belle expérience stressante, mais ça a été... C'est stressant, c'est sûr. Ouais. Ben, ça a été... C'est parce que là, tu te sens comme, tu sais, c'est émotif, là, les gens, comme, ah ouais, mais là, eux autres aussi, on s'enchérit. Puis là, moi, vraiment, genre, c'est sûr que je prendrais un courtier. Moi, j'ai pris un courtier. Je viens de vendre ma maison il y a un mois. Puis j'ai pris un courtier. Là, puis c'est j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, j'ai changé de continent. Là, tu sais, j'ai déménagé de France à ici. Puis j'ai trouvé plus stressant la vente de ma maison parce que nous, on a acheté sans condition. Donc, il fallait qu'on vende la maison parce que j'aurais pu supporter 2 maisons. Mais je veux dire, à un moment donné, pas trop longtemps, mettons. Je peux pas payer de loyer. Tu sais, c'est une dépense complètement inutile. Ouais, c'est ça. Puis c'est super. Toi, tu l'as vécu avec le triplex. Ouais, j'ai vendu le triplex de mes parents aussi. Puis je trouve que c'est une autre idée de side project. Je pense que les gens à la maison pourraient partir. C'est un service. Tu sais, mettons, j'ai fait affaire avec du proprio. Ils disent qu'ils ont des coachs immobiliers à l'intérieur. Mais tu sais, c'est pas vraiment. Ils diront pas, tu sais, t'as besoin d'une date de tombée. Voici comment aller chercher une surenchère. Tu sais, puis honnêtement, je trouve que ce serait un service, en tout cas personnellement, que je paierais pour. Tu sais, je pense que les courtiers immobiliers, ils font un excellent job, mais je pense qu'il pourrait avoir un intermédiaire entre un courtier immobilier et du proprio, qui n'a pas ses licences, mais qui est juste comme on s'assied ensemble, puis je te dis, check, voici comment j'ai vendu mon chalet locatif 100 000 de plus. J'ai mis la date, je suis allé prendre telle photo, j'ai fait tel post, j'ai fait telle campagne. Honnêtement, ça, c'est pas donné moi, je suis très content, vraiment. Il s'appelle François-Xavier Charbonneau, je l'adore. C'est avec lui, la première maison qu'on a achetée, à McMasterville, on était comme sur le bord de l'eau, on voulait pas y aller. On était là à Saint-Basile, puis 10 minutes plus loin, c'est McMaster. Je lui ai dit, puis il nous l'avait envoyé, puis on avait dit non, on n'ira pas. Puis finalement, on était à Saint-Basile, puis il dit, on va pousser une petite pointe, je vais aller vous faire voir la maison. Puis je regarde ma blonde, j'étais comme, tabarnouche, genre, c'est nous le client, là, c'est à nous de décider. Il nous a amené à la maison, on est rentré dedans, on a fait comme, c'est elle qu'on veut. Donc, c'est un bon courtier. Il sait que. C'est un gars d'expérience, donc ça a coûté plus de 20 000, hein, la transaction au courtier qu'on a donnée, mais j'aurais pas fait ça tout seul. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que j'irais voir, tu sais, tu peux aller voir les listings sur du proprio. Tu sais, moi, je sais c'est quoi le service, dans le sens que, tu sais, c'est correct, mais il y a vraiment beaucoup de job à faire, là. Tu sais, si j'aurais pas été... Tu
relativement un bon vendeur, j'aurais pas eu un prix aussi bon que ça. T'sais. Fait que je me suis dit, aïe, clairement, si j'aurais du temps, si j'aurais comme. Si j'avais, pardon, j'arrête pas de me le faire dire. Une fois, je te laisse passer, 3 fois, c'est non, là. Je tape sur la table. Merci, Sim. Mais je trouve que tu peux aller, j'irai voir les listings du proprio, puis j'irai offrir mon service. Hey, je suis pas un conseiller immobilier, mais je peux vous coacher. J'ai vendu mon triplex sur du proprio. Ok, ouais, c'est intéressant. Voici ce que je ferais. Tu peux acheter mon PDF pour 80$ ou je peux te faire une consultation pour 320$. Ah, ben clairement. Puis moi, honnêtement, j'ai l'expérience. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai des clientes en coaching. C'est un autre volet là, de ce que je fais. Puis j'en ai une qui achète une maison présentement, puis elle me pose des questions justement par rapport à la vente de mon chalet, puis tout ça. Puis je suis comme, tu demandes à moi? Je suis comme, fais pas ça. Je dis, ben, voici mon expérience, mais pour vrai, j'ai pas de conseils à donner, comme c'est pas. Mais dans ce que tu dis, par contre, ça fait plusieurs mois que ça me trotte dans la tête, malgré le fait que j'ai plus mon chalet. Je pense que j'avais vraiment un talent pour la gestion de mon chalet. Puis j'y pense vraiment beaucoup de faire de la formation pour ça parce que j'avais vraiment créé des procédés qui faisaient en sorte que ça me prenait moins de 5 heures par mois gérer mon chalet parce que tout était automatisé. J'avais comme un calendrier partagé avec la femme de ménage puis le gars de spa, fait qu'il savait c'est quand qu'il était. Je vais te dire une chose, puis je conclurai là-dessus pour ma part. Je vais te dire une chose qui est super importante. La formation, moi, j'ai pas le temps dans la vie. En fait, pas que j'ai pas le temps, mais je suis occupé. Je suis très occupé parce que j'ai beaucoup de choses. Les vidéos que je regarde de formation, je suis des vidéos de formation, mettons, sur le jiu-jitsu, qui est mon sport. Je les écoute fois 1.5 ou fois 1.75 pour que ça aille plus vite. Pour que ça aille plus vite. Les podcasts, quand je les coupe, c'est moi qui m'occupe de couper les clips, puis après on a une équipe qui sous-titre. Je les écoute en 1.5 pour que ça aille plus vite. Et acheter une formation comme tu fais sur Facebook, Instagram, je l'achèterais parce que ça me sauverait. C'est toi qui dis que tu mettrais de l'argent dans les formations parce que. Puis on va dire, mais c'est sûr, il veut juste vendre son programme, son bootcamp, etc. Oui, c'est sûr qu'on veut le vendre, évidemment. Je veux dire, ça fait partie de notre plan d'affaires. Ouais. Mais ça sauve un temps fou et d'avoir quelqu'un qui n'a pas de parti pris. Tu sais, tu vas pas leur dire, t'as pas de parti pris. Toi, tu dis, voilà ce que c'est, voilà factuellement ce que c'est la pub Facebook, Instagram. Voici les processus, Tu sais, Uber, il y a des machines distributrices. Moi, ça m'intéresse, j'arrête pas de lui en parler des machines distributrices, de lui dire. Mon ex, il y avait ça. Tu sais, ça m'intéresse. Cool. Je vais en mettre une au gym. Mais c'est, tu sais, où est-ce que je trouve ça? Comment ça coûte, etc. C'est quoi le projet de temps? Pourquoi je ne paierais pas ce gars-là, je sais pas, 300 pièces, puis qui m'envoie justement un e-book sur, voilà les étapes, tac, 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 tac. Ça m'a coûté, mettons, 100, 200, 300 pièces. Puis tout est là. J'ai pas besoin d'aller chercher. Moi, j'ai commencé en bourse très tôt dans ma vie. Puis, les formations, il n'y en avait pas comme maintenant. Maintenant, ça pleut. Ouais. Mais avant, c'était compliqué. Le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube et Google, etc. Se perdre. C'est parce qu'il faut que tu fasses une curation sur Google, comme sur YouTube. Il faut comme tu regardes la vidéo, puis tu fais comme... Hein? C'est pas ça que je cherche. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Non. Le temps perdu, puis tu sais pas pourquoi chercher. Quand tu connais pas mettons, machine distributrice. Je parle pour parler. Il faudrait que j'aille sur Google puis dire, OK, comment acheter ma machine distributrice. Puis là, il me sortirait, ce serait des publicités. Ils sont juste aux États-Unis en plus. Genre, il y a pas tant au Québec. OK, bon, tu vois. Donc, moi, je trouve ça tellement important de prendre le temps de se former. Puis, mettons, si j'avais un chalet locatif puis que je sais que, tiens, tu vends ta formation ou une consultation à 300 pièces. Je vais prendre 300 pièces, je vais sauver 20 heures de ma vie. Sauf que moi, 20 heures de ma vie, ça représente pas 300 pièces, tu sais. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est 20 heures de ta vie, puis c'est surtout après, genre, tu sais, comme mettons, dans le concept de ça, là, le chalet, là, moi, c'était vraiment comme la réduction de temps investi. Tu sais, c'est pas nécessairement que ça augmentait le profit. Oui, parce qu'il y a certaines affaires au niveau de ta suggestion. Hey, moi, au début, là, quand j'ai mis mes prix par la nuit, j'étais comme... C'est pas, mais de comprendre ça, oui, ça peut augmenter les profits, mais c'est surtout aussi genre au niveau comme du temps, là, parce que si tu commences à niaiser puis à appeler à chaque semaine ta femme de ménage, puis à faire ci, puis à répondre aux questions. Tu sais, moi, j'avais comme des templates de réponses aux questions parce que c'est toujours les mêmes questions. Y a-t-il un poêle à fondu? Y a-t-il telle affaire? Tu sais, comme genre, tu sais, pou. Puis non, moi, c'est comme quelque chose que... Mais moi, ça, c'est une passion là, dans ma vie, là, les processus puis les standardisations. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que même avec la pub, tu sais, toutes les automatisations puis ces choses-là, moi, c'est un autre volet qui... Puis ça, c'est drôle, hein? Pas beaucoup de filles qui aiment ça. Non. C'est comme... Puis c'est ce que j'aime de où est-ce que je m'en vais avec la pub, parce que je sens que je m'en vais dans une sphère où il y a moins de filles. Tu sais, en tech, il n'y a pas beaucoup de filles qui parlent. Puis la façon qu'on enseigne, la façon qu'on parle, les filles, c'est différent pour faire, tu sais...
toutes les pubs, toutes les formations que j'ai faites de pub, ça s'est donné par des gars, là. Ouais. Tu sais, fait que de la façon que j'ai monté ma formation, justement, je pense que c'est peut-être plus accessible aux femmes. Je pense que ça va être super cool aussi pour les gars, là. Mais je pense que ça va être plus accessible parce que j'ai peut-être une façon, genre, différente d'enseigner ou différente de voir certains points ou d'accrocher sur certaines affaires, donc... Ouais, puis je pense que, tu sais, pour terminer là-dessus, ça fait... Oui. On va rapper l'épisode, mais tu sais, je pense que le fait que ça soit relatable aussi. Ouais. Au Québec, si je vais prendre, admettons, une formation ou une consultation sur quelqu'un aux États-Unis, en Californie, qui fait des chalets locatifs, tu sais, il n'y aura aucun lien d'affinité. Fait que je trouve qu'il y a Non. aussi cette plus-value-là quand même qui est intéressante dans ce Ouais. que tu fais. Là. Fait que je vais te lever mon chapeau. Merci d'avoir accepté. Ouais. Ben merci à vous autres de l'invitation. m'avoir invité. C'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment chouette. Si jamais vous avez des questions, sur liberté45.com, en bas à droite, il y a un chat. Puis on va mettre aussi là, le lien vers ta formation dans les notes de l'épisode, si jamais les gens veulent aller voir. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Merci.